Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, podcast sur le renforcement musculaire spécialisé sur la course à pied. Donc vraiment, on va faire un gros focus. Donc avec l'équipe de 1000%, avec Pierre et Vincent. Salut les gars, ça va la forme? Salut tout le monde. Salut. Tranquillement. On a la chance d'avoir comme invité aujourd'hui Nico. Salut Nico. Salut à vous déjà, salut à tout le monde et merci de me recevoir déjà, c'est cool. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment au renforcement musculaire sur la course à pied. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de théories, on va peut-être en parler. Il y a la théorie un peu Kylian Jornet qui dit que le renforcement musculaire, ça n'a pas une grande utilité et que ça peut au contraire gêner les séances d'entraînement. On entend aussi Blanchard qui lui vante un petit peu les mérites du renforcement musculaire. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Nico qui va justement nous parler de tout ça. Donc le plan du podcast, il va être assez facile. Dans un premier temps, on va voir un petit peu la définition, le renforcement musculaire, les intérêts aussi du renforcement musculaire. Est-ce que du coup c'est bénéfique ou pas? Dans un second temps, on verra un petit peu les différents types de renforcement musculaire avec l'hypertrophie. On verra aussi l'endurance de force. On verra un petit peu tout ça, comment aussi le travailler. On verra aussi la planification, comment organiser un petit peu sur du long terme ces différentes séances et enfin des applications avec des tests pour vraiment, vous, au niveau de votre entraînement, utiliser vraiment les conseils de Nico. Donc merci Nico d'être là. Je te laisse tranquillement te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours. Ouais. En introduction, avant de m'introduire moi et je pense à introduire un podcast, je pense que le fait que Kylian ne fasse pas du renforcement ou Mathieu en fasse, c'est qu'une partie visible de l'iceberg et il y a quand même beaucoup de choses qui font ou qu'ils ne font pas à côté. Après, lequel a raison ou tort, je pense que les deux ont raison vu le niveau de performance, donc on y reviendra dessus et je pense que c'est toujours à remettre dans le contexte. Donc moi c'est Nicolas Vandel. Pour les réseaux sociaux, je suis plutôt connu, enfin connu c'est un grand mot, mais en tout cas identifié comme Agile Training. Donc j'ai travaillé 10 ans avec l'équipe de France de ski, donc de combiné nordique, de 2013 à 2023. Où là j'ai eu deux missions principales, hein, je vais la faire simple. J'avais une partie où j'étais responsable de la préparation des skis et l'autre partie parfois en parallèle, parfois en faisant que ça. Je m'occupais de la préparation physique du groupe Relève et Espoir. Donc en fait pendant 6 ans sur les 10 ans, où ça allait des jeunes qui rentraient en au pôle Espoir, pardon, centre national d'entraînement, à ceux qui intégraient les équipes de France junior et voire B un peu plus tard. Donc c'était vraiment plutôt sur de la formation. Et en parallèle à ça, je coach vraiment officiellement depuis 2016 des amateurs. Donc ça je le faisais en parallèle où j'ai commencé même un peu avant 2016, mais c'était pas officiel, donc on va dire ça fait plus de 10 ans, mais officiellement depuis 2016, où là j'ai un peu tous les profils, des trailers, des marathoniens, des cyclistes, quelques triathlètes, mais c'est pas ma spécialité, j'y vais pas trop. Faut vraiment qu'ils aient envie de bosser avec moi, on va dire, pour que je bosse avec eux. Et voilà, j'ai un peu tout ça. Et depuis le printemps 2023, j'ai arrêté avec le haut niveau. J'ai gardé un peu de lien, mais où je me consacre principalement aux sportifs amateurs. Justement, quand je dis sportif amateur, ça va de quelqu'un qui se rapproche des 2,30 au marathon à quelqu'un qui veut juste le finir en 4 heures, hein. C'est très vaste. Et à côté de ça, j'ai un podcast qui s'appelle Endurance 30, où je reçois pas mal de gens pas forcément issus des sports de l'endurance. D'ailleurs, j'ai un champion olympique de judo, j'ai plein de gens où on discute autour de ce sujet-là. Et puis je viens de sortir mon bouquin. Alors j'étais content parce qu'apparemment il y en a un de vous qui va l'avoir sur le sapin. J'étais pas au courant. Et Eh ouais, Euh, ouais. c'est ça. ouais, qui s'appelle La prépa physique de l'endurance. Où là, c'est un bouquin où sans prétention vraiment aucune, j'explique plutôt comment moi je bosse dans le cadre des sportifs amateurs là depuis 10 ans, et notamment sur l'intégration du renforcement, mais c'est aussi plus vaste, hein, sur la planification, la prog, la haute intensité, ces choses-là. Donc il est dispo sur, on va faire simple, sur Instagram, si vous tapez agile.training, vous avez un petit lien en dessous là dans la bio où il y a toutes les informations nécessaires. Donc voilà. Super, bah écoute, c'est nickel, les gens iront voir. On mettra de toute façon toutes les descriptions en commentaire, il y a aucun souci. Ouais. Du coup, moi, j'aimerais bien voir un petit peu, dans un premier temps, ta philosophie, du coup, t'en parles un petit peu, vis-à-vis du renforcement musculaire. Alors, bénéfique, pas bénéfique, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus et comprendre un peu ta théorie à toi, parce que c'est vrai que chacun a un petit peu sa théorie et la tienne, c'est laquelle? Alors, ce qui est important, en plus en vidéo, vu que c'était cadré, j'ai une grande feuille avec 5 points clés qui va me permettre de Ok. tenir 1 heure ou 1 heure et demie. Ça ira bien, mais je vais quand même. C'est parfait. Peut-être que j'irai pas sur les prises de notes.
En fait, le Ok. renforcement musculaire, pour moi, c'est un sport croisé. Dans le cadre du sport d'endurance, ni plus ni moins. C'est-à-dire que le sport croisé a forcément des intérêts quand on veut solliciter l'organisme de manière différente. Soit parce qu'on n'est pas capable d'absorber uniquement l'entraînement en course à pied, ça c'est possible, soit parce qu'on veut franchir un palier en course à pied et que des fois ça permet de débloquer des situations, ou soit parce que dans le mode de fonctionnement de la personne, de faire que courir, ça lui correspond pas, et la personne a envie de faire autre chose. Donc en fait, je le considère vraiment comme un sport croisé, et du coup, ça pose une vraie question, c'est celle du transfert. C'est-à-dire que c'est une théorie hein, comme une autre, même si je me suis aussi renseigné, s'il y a un peu d'expérience, il y a un peu d'empirisme, mais dans les sports d'endurance, en fait, le transfert, il n'est pas vraiment prouvé. C'est-à-dire que il y avait Pierre Parlebas, là, c'est ceux qui connaissent, il a beaucoup bossé sur la praxéologie, là, c'est un pédagogue, on va appeler ça comme ça. Il avait fait pas mal d'études là-dessus sur le transfert de compétences chez des jeunes. Et ce qui en était ressorti, en fait, c'est que quand la tâche pardon, est sociomotrice, c'est-à-dire en sport co, qu'il faut interagir avec d'autres gens, effectivement, il y a un vrai transfert qui se fait entre quelqu'un qui joue au hand, s'il va jouer au foot, par exemple, il va quand même progresser vite parce que les compétences qu'il a développées, elles existent. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, quand c'est des dominantes des sports à dominante psychomotrice, c'est-à-dire uniquement centré sur un jet cyclique, pardon, excusez-moi, ou sur nous, la notion de transfert, elle est moins évidente. C'est-à-dire que dans les sports cycliques, comme la course à pied, comme le vélo, comme le ski de fond, comme tout ce que vous voulez, euh, l'adaptation, elle se fait par la répétition. Donc, c'est-à-dire que c'est une des raisons pour lesquelles le volume, c'est quand même un gros facteur de perf, sans parler uniquement de la physio, mais en termes mécaniques, en termes techniques, etc., etc. Donc, en fait, le renforcement musculaire, j'arrête tout de suite que ça aille pas trop loin, 95% des amateurs que je coach font du renforcement musculaire. Et dans le haut niveau, 100% des athlètes, tu les mets pas sur un 10 km en ski de fond sans avoir fait de renforcement. Tu les en au casse-pipe. Mais n'empêche qu'on a un parti pris que ce qu'on fait en renforcement dans le sport croisé, ça va se transférer sur l'activité. C'est dur à O- prouver, mais on a quand même un parti pris. Ok. Là, tu parles vraiment du renforcement musculaire spécifique. On est d'accord? Parce qu'après, il y a aussi, est-ce que ça, tu pourras en parler, le renforcement musculaire spécifique et le renforcement musculaire plus général? Est-ce que pour les gens qui nous Mm. écoutent, tu pourrais un petit peu Ouais. parler et voir la variante qu'il y a entre les deux? Ouais, bah, c'est très bien que tu me fasses préciser, parce que moi, le renforcement musculaire, dans beaucoup de cas, il est général. C'est-à-dire que j'ai un vrai adepte de la préparation physique générale, en me disant, le vrai principe que je me dis, c'est que pour être fort dans l'activité, il faut pratiquer l'activité le plus possible. Par contre, des fois, c'est techniquement pas possible, justement, d'y aller tout le temps, tout le temps. Donc, un renforcement musculaire général, en fait, ça augmente les compétences, ça augmente la capacité en fait à s'entraîner plus ou à mieux encaisser l'entraînement. Donc pour moi, sur des amateurs, en tout cas sur de la course à pied, je suis pas très convaincu du renforcement spécifique de mon point de vue. C'est-à-dire que après on se doute bien qu'entre une personne A qui prépare un marathon, l'intérêt ça va être plutôt d'aller sur les membres inférieurs avec de l'équilibration, gainage, un peu de membres supérieurs. Quelqu'un qui prépare du kayak ou une course de ski de fond, ça va quand même aller orienter sur les membres supérieurs. Mais n'empêche que l'approche elle est un peu générale parce que comme tout sport croisé, en fait, le but, c'est de mobiliser le corps et les tissus différemment. C'est-à-dire que si on refait tout le temps la même chose en se disant, tissu spécifique, ça va forcément augmenter les performances, en fait, le schéma moteur ou la capacité à bouger, on la développe toujours de la même manière. Et je suis pas sûr que ça soit une solution très bonne à long terme, en tout cas à moyen long terme. Donc moi, je suis un vrai adepte de la PPG orientée. Euh, sur la vision du renforcement, pour toi, la préparation physique, elle se fait sur les capacités générales en fait physiques et elle veut être s'exprimer sur les compétences spécifiques à l'activité. Pour moi, oui, pour la première raison qui est l'intérêt du renforcement musculaire, c'est-à-dire que c'est une base santé. Et comme je le dis, de bouger différemment, ça permet d'augmenter cette base santé-là. C'est un postulat, hein, évidemment, mais n'empêche que si on est plus solide, plus mobile, plus tout ce qu'on veut de manière générale, on peut aller s'entraîner plus souvent dans la pratique spécifique. Et si on peut s'entraîner plus souvent, a priori, meilleur on sera.
Et plus on s'entraîner longtemps, a priori, meilleur on sera. Dans la limite du raisonnable, on se comprend. Mais pour moi, c'est le premier point d'entrée. Mais tu sais, c'est le même raisonnement qu'on a. Demain, tu prépares un marathon. Avant de vouloir faire ton dernier kilomètre, qui serait le renforcement musculaire spécifique, tu en as 41 à faire. Et peut-être que tu vas attaquer par le fait de tenir la distance. Et seulement après, tu vas chercher à optimiser. Et moi, je pense que c'est cette voie-là à prendre parce que il faut pas oublier que on peut être expert dans sa discipline spécifique, qui peut être la course à pied, mais totalement débutant dans le renforcement musculaire. Alors, évidemment, un sportif de haut niveau, il a un schéma moteur qui va lui permettre d'apprendre des mouvements plus vite, de les assimiler, mais n'empêche qu'il faut quand même commencer par la base, et pour moi, la base, c'est une base générale. Et de ce que j'observe sur le terrain, 90% des gens, on est là-dessus. On n'est pas de savoir s'il faut aller un peu plus faire une fente avant ou une fente arrière pour optimiser son geste en course à pied. On est plutôt à se dire mobilise-le différemment, fais une fente avant, une fente arrière, c'est de la variété spécialisée, mais tourne autour de ça, juste pour bouger différemment. Je pense que, en tout cas, c'est mon vrai point d'entrée à moi sur le renforcement. Ouais. Et du coup, tu parles de base générale, et toi, elle consistera en quoi? Du coup, la base pour un coureur, ça serait quoi pour toi? Ben, en fait, si on est dans une logique d'équilibration, la plupart des protocoles que j'ai sur le renforcement, il y a 4 familles de mouvements. Il y a un mouvement de flexion de genou, type fente ou squat, hein, par exemple. Un mouvement de pivot de hanche, type kettlebell swing, hip thrust, hip bridge, peu importe, soulevé de terre roumain, mais dans cette dominante-là. Un mouvement de tirage et un mouvement de poussée. Et c'est-à-dire que chez un coureur à pied, qu'il fasse une poussée verticale ou horizontale, ça va rien changer dans sa pratique de la course à pied. Par contre, ça lui permet de bouger différemment. Et du coup, j'ai souvent ces 4 familles de mouvements-là. Et après, ça tourne beaucoup autour de ça. On ira peut-être dans les modalités plus tard. Mais en tout cas, cette idée, elle est là, avec le prérequis qu'est le gainage, de toute façon, pour attaquer. Ok, toujours. T'avais une question, Vincent? Non, mais on Non, peut ok. parler des intérêts que tu as à faire du renforcement. Qu'est-ce que tu vises du coup à augmenter le potentiel de force, le potentiel d'endurance? Qu'est-ce que tu vises à faire ce renforcement? Bah, vraiment, moi, c'est ce que je vise principalement, je reviens un peu dessus, mais c'est la capacité à enchaîner l'entraînement et encaisser. Je vais essayer de donner des exemples concrets, pardon, ça sera quand même beaucoup plus simple. Si tu prends un trailer, par exemple, surtout s'il habite en ville, hein, pour faire simple, le facteur limitant, il y a quand même de fortes chances que ça soit les descentes. A priori, c'est quand même souvent ça, et d'ailleurs chez beaucoup de monde. Je ne sais pas si on gagne du temps en descente, mais on en perd beaucoup quand ça se passe pas comme on veut. Et c'est-à-dire que pour bien descendre, il faut descendre vite à l'entraînement et relâcher à l'entraînement. Sauf que pour arriver à le faire à l'entraînement sans avoir mal pendant 5 jours, sans en payer les pots cassés à chaque fois, le renforcement, c'est une vraie base, mais générale, hein, il n'y a pas besoin d'orienter. Qui peut se faire au préalable en disant, OK, mon objectif à l'entraînement, c'est d'aller descendre dans mon week-end que je vais faire les descentes vraiment dans le relâchement. Si j'y vais maintenant, je vais au casse-pipe, donc je vais me renforcer de manière générale, et finalement, effectivement, il y a la charge excentrique en descente sur les quadris, mais tu as aussi le dos, tu as aussi les épaules. Moi, je donne une anecdote, hein, un gars qui préparait les Templiers cette année, les 104, son facteur limitant, c'était que son sac à dos lui faisait mal aux épaules. Donc au bout d'un moment, au Ah bout de ouais. 2 heures, il était crispé. Hmm. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis de côté les jambes, et on a fait un protocole sur les épaules, ça s'est résolu, entre guillemets. Alors finalement, c'est spécifique. C'est pas un geste spécifique, mais c'est adapté à la situation. Ok. Donc toi, tu vois vraiment ça pour accompagner en termes accompagner vraiment le coureur à augmenter aussi son volume d'entraînement et Ouais, pouvoir justement enchaîner les séances qu'il va faire. On est d'accord. ouais, Et et est-ce que tu pourrais voir ça aussi comme est-ce qu'il y a des qualités comme par exemple la vitesse aussi qu'on pourrait travailler ou est-ce que c'est plus difficile? si, on peut y venir parce que il y a des vrais intérêts, mais aussi la philosophie, c'est que moi, les gens que je coach, que dans 5 ou 10 ans, qui continuent à travailler ou pas avec moi, j'en ai depuis quasiment 10 ans, moi, je veux qu'ils puissent encore courir, je veux qu'ils puissent jouer avec leurs gamins, etc. Donc, avant de vouloir optimiser, les envoyer au casse-pipe, je me dis, OK, moi, je coach pour qu'ils soient en bonne santé. Donc, ça y contribue. C'est pas la seule manière, mais ça y contribue. Donc, c'est vraiment ce point-là. Après, si on veut
aller un peu plus sur de la perf, oui. Typiquement, tout le monde connaît le principe de Headman, je pense. Je sais pas si je voulais que je le résume ou pas. Ouais, je peux Ouais, résumer, vas-y. Ouais. vas-y. Oui. Ah, c'est qu'en fait, au début, les fibres lentes sont toujours sollicitées au début, et à la fin, on va plutôt sur les fibres rapides, etc. Parce que on recrute toujours les fibres les moins fatigables au début. Et quand plus l'intensité augmente, plus on va devoir produire de la force rapidement, plus on va devoir utiliser les fibres rapides qui sont très fatigables. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux manières d'y arriver. Je parle dans la spécificité, pardon, de l'endurance. Euh, la première option, c'est avec la haute intensité finalement, parce que derrière, quand on est sous de la fatigue, on s'habitue aussi à aller chercher ça. Sauf que la haute intensité, c'est coûteux, nerveusement, physiologiquement, et on peut pas se permettre d'en faire tout le temps. Là, si on parle un peu de spécificité, le renforcement musculaire sur des tempos un peu plus explosifs ou sur des intentions de mouvement, on va pouvoir s'habituer à solliciter ces fibres, qui sont peut-être pas les plus importantes dans la performance, mais qui, quand on commence à fatiguer, au 38e d'un marathon par exemple, je dis ça au hasard, hein, mais parce qu'il y en a beaucoup qui le connaissent ou d'autres choses comme ça, bah là, on va recruter quelque chose qu'on a déjà un petit peu optimisé. Donc là, ça peut être intéressant. C'est là que le renfort peut être plus spécifique et plus par la modalité de pratique que par le choix du geste, à mon avis. Encore une fois, oui, si t'as fait que des tractions, kilomètre 38, ça va pas te servir à grand chose. Si t'as fait des squats, des fentes avant ou des fentes arrière, pas sûr que ça change Ouais. la face du monde pour beaucoup de gens, hein. Ouais, bien sûr. Mais du coup, c'est hyper intéressant et on voit que le renforcement musculaire, il y a beaucoup de façons. On entend beaucoup le travail de force, le travail d'endurance de force. Il y a pas mal de leviers. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous faire Ouais. un résumé déjà des différents types de séances et après on ira dans chaque type de séance et voir comment on peut faire justement pour travailler ses qualités? Ouais. Je vais plutôt faire l'interprétation de comment moi je travaille. On est Ouais, bien sûr. Vas-y, vas-y, vas-y. OK sur Ouais, ça. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en force, le premier facteur de progression chez un débutant, c'est le facteur nerveux. C'est-à-dire que la coordination inter et intramusculaire, c'est là qu'on va beaucoup progresser au début, plutôt que sur le structurel. Donc, quoi qu'on fasse, d'ailleurs, quoi qu'on fasse, il va progresser. Et si c'est fait intelligemment, il va pas se péter en deux. Je peux résumer la situation comme ça, mais c'est quand même plutôt ça. Et derrière, après, quelle modalité on utilise? Si on est sur de la force, de la puissance, l'endurance de force ou de la force endurance, en fait, il y a deux voies. Et j'ai discuté avec Fred Belouz, qui était anciennement dans la tête d'un coureur, qui a par exemple pas la même approche que moi. Lui, le renforcement suit la prog. C'est-à-dire que la planif générale, ça suit vraiment la prog. Moi, l'approche que j'ai, c'est que j'ai une double progression chez les gens, parce qu'ils sont débutants. Ils ont un chemin de progression en course à pied, par exemple, parce qu'on parle de la course à pied, et ils ont un chemin de progression en renforcement musculaire. En partant du principe, et c'est pour ça que je parle là-dessus, que les séances de renforcement musculaire, comme je les conçois chez le coureur amateur, on va quand même nuancer, elles doivent permettre de s'entraîner normalement en course à pied. C'est-à-dire que tu devrais pouvoir faire une séance d'intensité à la sortie de ta séance de renforcement. Sinon, pour moi, tu es à côté. Si tu n'as que 4 séances dans la semaine et qu'il y en a une qui saute, tu restes à côté de la plaque. Donc derrière, en fait, selon le niveau d'expérience, comment je vais y aller pour essayer de faire passer le message? Alors, il y a la force, par exemple. La force, moi, je l'envisage de plein de manières, parce que ça veut à la fois tout et rien dire. Le gain, comme je disais, il est surtout nerveux avant d'être structurel, surtout technique à force de répéter. Donc derrière, à poids du corps, un débutant, il va gagner en force, par exemple, pour la faire simple. Sauf que le problème du poids du corps, c'est qu'une fois qu'il va avoir, que son cerveau va avoir compris comment ça marche, il va stagner et sans charge additionnelle, ça va être impossible en fait de le faire progresser. Donc là, on va être obligé de rajouter des charges additionnelles jusqu'à un certain niveau où s'il est expert en musculation, on voit très bien dans la calisthénie ou ces sports-là, à poids du corps, tu peux retrouver des nouveaux gains de force. Mais en tout cas, cette force-là peut être intéressante sur ta capacité, on va dire ça comme ça, à recruter les fibres rapides, hein, pour la faire simple, donc sur des charges qui sont relativement lourdes. Et moi, ce que j'appelle relativement lourd et le travail de force chez les sportifs d'endurance, c'est ce qu'on peut faire 5 à 6 répétitions en gardant une bonne technique. En dessous, je vois pas l'intérêt de descendre parce que, faut être expert pour se mettre des grosses charges sur le dos
faut quand même maîtriser le mouvement, faut quand même l'avoir fait pendant des années. Déjà, ce qu'on peut faire 5-6 fois, c'est déjà pas rien hein, pour la plupart des gens. Et puis, l'autre chose, c'est que dans un sport d'endurance, on n'exprime jamais la force max. J'ai jamais vu un sport d'endurance où un peu le trail, quand ça monte fort, on a l'impression qu'on fait des squats à chaque pas. Mais à part ça, il n'y a pas une vraie expression de force max, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller en dessous. Donc par contre, cette force-là, sur la coordination inter- et intramusculaire, c'est super intéressant. Chez des gens qui en ont besoin et qui sont plutôt avancés, donc ça c'est la force. Le deuxième Ok, point, le deuxième point, donc il y a la force endurance et l'endurance de force, c'est des cousins. Donc comment moi je le conçois dans les sports d'endurance, la force endurance, c'est pouvoir produire un niveau de force assez élevé pendant quand même quelques répétitions, donc c'est autour d'une dizaine de répétitions hein, pour faire simple, 8 à 12 reps, c'est un classique. Là, je trouve que pour moi, c'est la vraie modalité qui est intéressante pour le renforcement musculaire du coureur à pied. Je vais expliquer l'endurance de force et après vous comprendrez pourquoi j'ai ce point de vue. bien sûr. L'endurance de force, c'est des séries longues, 20, 30, 40, 50 répétitions à charge très légère. On veut fatiguer le muscle, on veut simuler ça, mais je suis pas sûr qu'en faisant ça, on soit beaucoup plus efficace que la répétition de choc en allant courir ou que la répétition de pédalage, etc., etc. Donc pour moi, il y a peu d'intérêt à le faire chez un sportif d'endurance parce que ce qu'on fait en situation spécifique, c'est tellement supérieur. La question, elle se pose pas. Donc pour en revenir en arrière sur la force endurance, justement, c'est un compromis intéressant entre le fait de devoir produire de la force quand même répétée, donc sur du 8-12 reps sur des charges moyennes, on va appeler ça comme ça, Mm. et devoir quand même forcer, comme on le ferait sur des charges un peu plus lourdes, mais sans avoir le coup nerveux ou le coup de l'adaptation, en fait, où derrière, il faut quand même être calé pour arriver à le faire. Et je vous apprendrai à rien, vous, en tant que kiné, mais le, le premier gain, il est nerveux et il est technique, c'est-à-dire que le corps s'adapte beaucoup plus vite que les tendons et que la structure. Donc le problème qu'il y a quand on va vraiment dans le lourd, c'est qu'à un moment, si on n'est pas prêt à y aller, si on l'a pas fait progressivement, ça peut devenir risqué. Et le deuxième point d'attention, c'est pas prouvé, hein, c'est une discussion que j'avais avec un entraîneur d'une fille sélectionnée olympique en ski de fond, 5e aux mondiaux, donc il pourrait quand même vraiment bien. Sur tout le groupe de filles qu'il avait, dès qu'elle remettait de la charge sur les jambes, elle perdait de la sensation. Il s'est pas expliqué pourquoi. On me dira, il l'a mal fait. Je pars du principe qu'il est compétent dans ce qu'il fait. Il a juste fait ce constat-là. Donc derrière, les bondissements, les choses comme ça étaient intéressants. Mais mettre du poids faisait perdre en sensation. Et alors, si elle est pas en montée. Pour quelle raison, on le sait pas forcément. Mais disons que la force et la charge lourde, je pense qu'il y a à la manipuler avec plus de précaution. Ok, vraiment faire attention à ça. Mais l'endurance de force, alors, toi, même, parce que c'est vrai que directement, on irait penser, on irait chercher ça à quelqu'un qui se dit, ben, le marathon, c'est un effort qui est long, le trail, c'est un effort qui est long, je vais faire de l'endurance de force. Toi, tu conseilles plutôt au contraire d'être intelligent et de travailler plutôt la force de l'endurance et de la force. On est d'accord. Pour résumer un petit peu ta pensée, Ouais. Oui, c'est très c'est que résumé, hein. l'endurance de force pour toi, tu la travailles dans ton activité. Plus c'est Mm. spécifique, plus moins t'en as besoin de travailler en Ouais. général en fait. Bon, Ça ferait ça me doublon. gêne. Ouais, pour moi, ça fait doublon. Bon, ça me gêne que tu dises c'est intelligent parce que ça voudrait que je considère ce que je dis intelligent. Mais en tout cas, je le trouve stratégique dans mon raisonnement. Et oui, pour moi, c'est un point de vue peut-être que d'autres ont des résultats en faisant de l'endurance de force. Moi, je j'arrive pas à comprendre le fait de devoir aller chercher ces fibres un peu plus lentes, justement. Je vois pas forcément l'intérêt. Ou alors, il faut aller jusqu'à l'échec. Peut-être que en endurance de force jusqu'à l'échec, peut-être que c'est intéressant. Après, Ju- l'échec, ju- c'est un coup nerveux. Juste pour Ouais. redéfinir un petit peu, endurance de force pour toi, c'est au-dessus de 12 répétitions d'un exercice? Non, plutôt au-dessus de 20. C'est vrai que la frontière entre de 15 à 20 reps, moi j'y vais pas souvent. C'est Ok, peut-être encore, ça fait force endurance, endurance de force. Je sais pas ce que j'appellerais au milieu, mais en tout cas c'est beaucoup de répétitions. Ouais. ok. Sauf, Ok, ok. ouais, Et pardon. toi, excuse-moi, juste tu dis jusqu'à l'échec, après je laisse la parole à Pierre, mais jusqu'à l'échec, quand tu dis en termes de force, il faut aller travailler à 6. Est-ce qu'à 6 on est aussi à l'échec ou est-ce qu'il y a encore, on peut Hmm. limite en faire 7, 8 ou Ouais. plus? Pour moi, je bosse beaucoup avec les répétitions techniques, c'est-à-dire ce qu'on est capable de réaliser techniquement proprement.
C'est-à-dire que si t'as un 5 ou 6 RMT, je l'appelle répétition maximale techniquement juste, peu importe, si t'es à 5, 6, c'est-à-dire qu'en forçant, tu pourras aller à 7, 8. Donc t'as peut-être 2 de RIR, comme ils appellent en muscu. Donc là, sur Ok. du lourd, ouais, répétition en réserve, pardon. Sur du lourd, j'irai pas jusqu'à l'échec. Je disais juste que sur de l'endurance de force, peut-être qu'il y a un intérêt d'aller jusqu'à l'échec pour aller recruter ces fibres rapides à la fin. Je suis pas sûr que ça soit Oui. un vrai gain. C'était pour les gens qui nous écoutent Ouais. de bien redéfinir parce que souvent, quand on dit 5-6, on imagine la sixième, il faut qu'on en puisse, on est mort, on n'arrive presque plus à se relever. Donc c'est Mm. pour aussi redéfinir tout ça. Mm. Même si T'avais des une question, fois, Pierre, ou Pierre, t'avais une question, non, il me semble? Excuse-moi, Nico. Laisse Vas-y, finir vas-y. Nico. Ouais. Non, mais même si je disais que des fois, quand je parle de répétition techniquement juste, c'est la plupart du temps, mais des fois chez les skieurs, ça nous est arrivé, selon ce qu'on veut bosser, de leur demander d'aller jusqu'à l'échec sur du lourd, sur des tractions par exemple. Et même si la dernière, elle passe n'importe comment, on s'en fout parce que ce qu'on cherche, c'est pas ça. C'est cette adaptation d'aller chercher le max de force dans la fatigue, mais ça a manié avec beaucoup de précaution. Encore une fois, dans tout ce que je dis, moi j'essaie juste de nuancer dans le contexte amateur. Ce que font les élites, c'est pas toujours bien, c'est pas toujours adapté et ça correspond pas à tous les contextes. Donc j'ai toujours cette idée de dire dans 5 ou 10 ans, même les gens qui vont écouter là, ils disent pas, enfin qu'ils puissent encore courir, faire du sport et tout. Donc j'essaye aussi c'est la balance bénéfice-risque, hein, mais de modérer tout ça. Et du coup, vu que tu en parles en termes d'élite, qu'est-ce que eux ils font, qu'est-ce qu'ils mettent en place? Est-ce que tu es au courant un peu avec les techniques d'entraînement qui sont mises en place ces derniers temps? Ou est-ce que du coup, c'est quoi, en quoi c'est différent par rapport à toi, ce que tu Ils ont beaucoup préconises? plus de temps déjà. Il y a un facteur temps qui. Bah, en fait, si tu veux, quand tu as 14 possibilités de t'entraîner dans la semaine, voire 14 de récupérer, tu vois, avec la sieste le midi et tout, forcément, tu peux faire plus de choses que quelqu'un qui en a que 4 ou 5. Et surtout, cette capacité de récupération entre deux séances, elle est super importante. C'est-à-dire que moi, j'aime bien j'en parle dans le bouquin, mais le système des bocaux, ton bocal, il doit jamais être plein. Donc, tu as ta vie pro, tu as ta vie perso. Et à chaque fois, ton bocal, il est là, au bout d'un moment, il va se surer et tu vas t'écrouler. Et moi, sur le haut niveau, en fait, je suis pas à l'aise avec les gens qui parlent du haut niveau sans être dedans, en tout cas. Et moi, je pourrais parler que sur le ski. Je pourrais pas parler sur autre chose parce que oui, je peux voir ce que font les autres, mais c'est comme je disais en introduction, ce que font Jornet et puis Blanchard, c'est sur le renfort, c'est qu'une partie Oui, bien sûr. émergée de l'iceberg, donc ça serait dur de dire. La constante quand même sur le haut niveau, c'est qu'ils ont un énorme volume et une énorme fréquence d'entraînement dans Ok. dans la discipline spécifique. Après, il y en a qui utilisent le renforcement musculaire en plus et il y en a qui l'utilisent moins. Après, Kylian Jornet, si vous suivez mon raisonnement que le renfort c'est un sport croisé, qu'est-ce qu'il fait l'hiver? Il croise. Il fait du ski. On fait du ski, ouais. Et la demande en force pour monter en ski de rando et voire en force excentrique pour descendre, même si sa technique elle est bonne, elle existe aussi. Donc encore une fois, le renforcement, tu vois, ça me fait aussi, moi je suis un fervent défenseur et partisan du renforcement musculaire sur la prévention, sur la santé, etc. Mais quand on parle de prévention des blessures, il y a une étude, ils ont fait en 2020 au marathon de New York, donc 720 personnes, donc des débutants, c'est quand même pas mal, hein. Donc 300, 310, 310, je sais plus la répartition exacte. C'est leur premier marathon de New York. Est-ce que le renforcement musculaire a eu une incidence positive sur l'apparition des blessures, de surutilisation, c'était, de tête? Non. Parce qu'ils ont fait 3 fois 10 minutes dans la semaine en autonomie avec des vidéos. Donc en fait, c'est comme tout. Si ça a été amené correctement, peut-être que c'est intéressant. Et surtout, 12 semaines dans une vie sportive, ça correspond à rien. Ça correspond juste à du très 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 court terme, donc dans une vie de personne. Donc en fait, on a souvent les études du bénéfice du renforcement musculaire en prévention des blessures, mais il n'y a jamais eu d'études qui ont été faites. Est-ce que de faire une fois de sport co, de hand, de rugby ou de foot dans la semaine en plus de la course, ça a aidé à prévenir les blessures? Est-ce que ça augmente les performances? J'exagère, hein, mais est-ce que de faire du cirque ou du pole dance, vu que tu bouges différemment, ça aurait pas le même effet? Ça Ok. reste pour moi, l'entraînement, ça reste des parties pris, même si on se renseigne, hein, qu'on va regarder ce qui se fait, mais ouais. Et du coup, là, vu que le gros facteur limitant dans le monde amateur, ce serait le temps, en fait, hein, Ouais. les gens travaillent, et ils ont peu de temps pour travailler. J'ai vu que tu as intégré en fait le renforcement à de la course pour que les gens Ouais. continuent à être en fréquence de course. Est-ce que tu pourrais
Ouais. nous dire un petit peu tout ça? Alors, je l'intègre dans la construction de séance, mais pas au milieu de la séance. C'est vrai qu'il y a une technique, c'est le myocross-max, hein, où tu vas courir, tu fais la chaise, tu fais une montée, tu refais la chaise, enfin des exercices de muscu intégrés. Après, Hmm. c'est une idée qui est assez vieille, hein. Le cross promenade, c'est des années 70, mais ça, je suis pas adepte parce que je trouve que quand on court, on doit courir et quand on fait du renfort, on doit faire du renforcement. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était stupide, c'est juste que ça me correspond pas à ma manière de faire. Par contre, ce que je fais, moi, c'est si je pars du principe que quelqu'un a qu'une heure devant lui, euh, je mets en place des protocoles de renforcement qui durent 20 à 30 minutes, grand max, et qui peuvent être faits après la course à pied. C'est-à-dire qu'ils ont 20 à 30 minutes de course à pied et derrière, ils font le renforcement. La plupart du temps. Des fois, il y en a, ils font que le renfort, hein, attention, mais c'est pour que ça puisse s'intégrer parce que si tu commences par l'idéal pour moi, ça serait de faire le renforcement et d'aller courir derrière parce que tu as créé une pré-fatigue, tu vas transférer en guillemets sur le terrain, mais si on n'est pas sûr. Ça, c'est le modèle idéal. Ou si tu veux pousser les curseurs, tu fais ta force le matin quand tu es prêt en nerveux, tu fais 6 heures de récupération et tu fais ton endurance le soir qui 99% des cas est pas possible parce qu'entre-temps tout le monde a bossé. Mais l'idéal, ça serait quand même de commencer par le renfort, de faire suivre la course parce que tu vas dans le spécifique. Sauf que quand tu n'as qu'une heure devant toi, si tu commences par le renfort, tu t'échauffes 15-20 minutes, tu fais 30-40 minutes de renfort ou 20-30, il te reste le temps que tu mettes tes baskets, tu vas courir 5 minutes et t'es rentré. Et l'enjeu reste quand même la fréquence. Si on veut être bon dans le spécifique, c'est la fréquence. Donc, c'est un compromis, 1 à 2 fois dans la semaine, selon le nombre qu'ils ont de séances par semaine. S'ils ont que 4 séances, je peux pas leur faire courir que 3 fois. Faut qu'ils courent 4 fois, sinon c'est compliqué. Et ben derrière, ils ont cette combinaison-là. S'ils ont 5 à 6 séances, on peut se permettre de faire 2 fois dans la semaine renfort suivi de course. Encore une fois, c'est vraiment au cas par cas, mais l'idée c'est de pas rogner sur la fréquence. Sur le volume, on peut se permettre un peu. Sur la fréquence, c'est quand même compliqué. Donc c'est vraiment tu privilégies vraiment le temps de pratique de la Ouais. spécialité, donc là de la course à pied, et tu viens intégrer du renforcement autour de ça, quoi. La plupart du temps, oui, parce qu'en plus, il y a une autre raison, c'est que les gens, généralement, s'ils font appel à moi, c'est qu'ils préparent un projet de course à pied, par exemple, et qu'ils aiment courir. Donc, en fait, s'ils aiment courir 4 fois dans la semaine et que je leur fais courir que 2 fois, ils vont pas s'y retrouver et au bout d'un moment, ça va être compliqué. Par contre, j'en ai qui sont issus du CrossFit ou d'autres choses comme ça, qui ont cette habitude-là. Eux, je peux sans souci leur faire sauter une séance de course et faire une vraie séance de renfort. Après, ils le savent. Moi, je cache avec eux. Si vous courez 1 fois de plus, vous serez sûrement un peu meilleur en course à pied. Par contre, si votre équilibre, c'est de faire sauter une séance de course et de faire du renforcement, allez-y. De faire ou de pas faire du renforcement, ça va pas leur faire gagner une demi-heure au marathon ou perdre une demi-heure. C'est juste qu'il faut pas oublier quelque chose, c'est que tout le monde, la plupart, on s'entraîne pour le plaisir de pratiquer. Et ça reste quand même essentiel. Le renfort peut être un plaisir, peut être un mal nécessaire pour continuer à se faire plaisir de temps en temps, et il faut trouver un petit peu le curseur. OK. C'est intéressant, du coup, tu dis que tu préfères faire le renforcement avant ta sortie pour créer un petit peu de la fatigue dans l'idéal, ça Ouais. serait bien. Mais moi, ce que j'aimerais aussi parler, c'est quel type de séance aussi est-ce que tu adaptes tes séances de course à pied en fonction de tes jours de renforcement? Par exemple, est-ce que Ouais. je vais faire une sortie longue après? Et qu'est-ce que Mhm. tu cibles quand tu fais ça? J'imagine bien que Ouais. ça Ouais, dépend ouais. de chacun et des objectifs, mais comment toi, ta théorie et ta vision de ça, comment tu t'organises? Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça oriente peut-être sur la question suivante, sur la planif et sur l'intégration. Et en fait, ça dépend vraiment de ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, la plupart du temps, le renfort, c'est de la PPG, c'est un 4-4. Je me dis, je veux pas que ça les fatigue, comme ça, toutes les séances clés, ils peuvent les faire. Ça, c'est vraiment la plupart du temps. Par contre, ça peut arriver dans certains cas où c'est rare que j'aille sur de la force, mais si je veux y aller, ça peut arriver que je leur fasse faire une séance de force la veille d'une intensité ou la veille d'une sortie longue pour faire un peu de pré-fatigue, qu'ils aillent travailler dessus. En fait, c'est un procédé qui est tout bête, hein. Il n'y a pas que le renforcement qui est valable pour ça. C'est ce qu'on appelle la densité. C'est-à-dire que tu prends 2 séances toutes bêtes, hein. Bon, les gens, s'ils ont lu le livre, ils vont rigoler parce que j'en parle dedans, mais tu prends 2 heures, une sortie longue de 2 heures et un seuil de 4 fois 5 minutes. Un 5 fois 5 classique, par exemple. Eh ben, si tu fais ton seuil le mercredi, ta sortie longue le dimanche,
c'est pas les mêmes effets. Si tu fais ton seuil le samedi, ta sortie longue le dimanche, c'est pas les mêmes effets, etc., etc. Et la muscu, bien sûr que tu peux jouer avec ça là-dessus. Parce qu'il y a un vrai avantage quand même à la muscu chez quelqu'un qui est de niveau avancé en musculation, c'est que si on veut jouer sur de la pré-fatigue, en une demi-heure, c'est fait. Sur de la course à pied, des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, bien sûr, on peut jouer la veille. Et je reviens à l'expérience qu'on avait avec les skieurs, où là, tu les as 14 fois par semaine. Enfin, en tout cas, tu les as 5 jours sur 7. Là, on pouvait vraiment jouer. C'est-à-dire qu'on pouvait largement leur mettre une grosse séance de muscu le matin, une intense l'après-midi, les écarter parce qu'on voulait faire. En fait, si tu veux, plus tu rapproches muscu et spécifique, moins tu vas monter les curseurs au taquet. Par exemple, tu fais muscu VMA. Si tu veux vraiment développer et ta force et ta VMA, tu vas faire ta force quand t'es frais. Tu vas bien récupérer. Tu vas faire ta VMA quand t'es prêt pour vraiment la faire simple. Par contre, si tu veux travailler ta capacité à produire de la vitesse à VMA sous la fatigue, bah là, si tu as fait ta force bien rapprochée, ça peut venir t'aider. Donc tu vois, je sais pas si je réponds à ta question. Ouais, si, bien sûr. Hmm. Et du coup, pour le marathonien, qu'est-ce que tu conseilles? Pour toi, c'est quoi le meilleur enchaînement du coup? Parce que imagine, il Hmm. faut répéter les efforts. Pour un Ah. marathonien, par exemple, après, on peut faire d'autres exemples avec peut-être un Hmm. trailer ou après, je pense que c'est Hmm. un peu similaire parce que c'est des efforts qui Hmm. sont très longs. Mais c'est quoi l'enchaînement parfait pour toi pour un marathonien et un trailer? Bah, sur un marathonien, je vais prendre trois cas de figure, par exemple, de 2023 parce que c'est les plus récents, de deux personnes que je coach et puis vraiment de moi. J'en ai eu plus, mais comme ça permet de comprendre. Ouais, bien J'en sûr. ai, j'en ai un, c'était son premier marathon. D'ailleurs, je vais prendre quatre cas de figure, que ça va être encore plus clair. Il y en a un, c'était son tout premier Vas-y. marathon, première année de course à pied, son objectif c'était 3:30. C'est bien, du coup, il le court en 3:25. Lui, son renfort, par exemple, c'était en mode 4-4. C'est-à-dire que il avait une à deux séances toute l'année sur soit du métabolique des circuits, soit un peu de la force endurance. Vraiment, je variais les stimuli parce qu'il était aussi débutant là-dedans. Et moi, ce que je voulais, c'était justement qu'il y ait de la variété avec de la continuité dans les mouvements, parce que un truc que j'ai pas dit, c'est que moi j'ai pas un gros panel de mouvements. Par contre, j'ai un gros panel de modalités de les travailler. Je sais pas si vous voyez un peu l'idée, mais en tout cas Ouais, bien qui sûr. varie Ouais, t'as des beaucoup pour variations, quoi. ouais, c'est ce qu'on appelle variété spécialisée, variante de fente, variante, etc., etc. Donc lui, son enjeu pour courir ses 42 en 3h30, c'était juste d'encaisser l'entraînement de course à pied, d'être en meilleure santé générale. En plus, il a un boulot qui est stressant. Je vais pas lui remettre sur la gueule des séances nerveuses, coûteuses nerveusement. Déjà que la prépa marathon, c'est déjà assez coûteux par moment. Donc ça, c'était la première chose. Ok. Le deuxième cas de figure du marathon, par exemple, j'en ai un. En plus, on était les quatre là sur le compte, c'était notre premier marathon. Donc, en plus, je peux vraiment dire ça. Ah non, pas le quatrième, pardon. Le deuxième, qui le fait en 2:35, son premier, j'ai pas réussi à lui faire une séance de renforcement musculaire de l'année. Parce que, non mais vraiment, Il hein. avait pas, il avait pas envie en fait. Non, il a pas Il envie. a... Après, c'est un trailer. Donc, il a fait un Hmm. trail de 75 bornes et un marathon 3 semaines après. Et ça s'est très bien passé les deux. Et son Ouais, il est PR chaud. en 32:40 au 10 la semaine d'après le 75. Donc ça reste un gars qui est très costaud. Et lui, et je vais arriver à lui amener pour l'an prochain, parce que vu que ça lui a plu de faire 2:30, donc on va le faire un peu en hiver. Mais lui, en fait, pour l'effort du marathon, tout le volume qu'il a en trail, en montée, descente, etc., etc., il est suffisant musculairement à ce qu'il puisse supporter le Ok. marathon si on fait une, euh, une bascule progressive sur le bitume. Tu vois, on l'a pas préparé en trois Ouais. semaines, c'était venu un peu avant. Donc lui, il n'y a pas besoin de ça. Après, pour qu'il soit en Donc meilleur sang, ouais, pardon. là, t'inquiète, je me permets de couper. Donc, pour les gens qui aiment pas le renforcement musculaire, tu vas leur conseiller plus de faire des côtes, des descentes, ce genre de choses? C'est une alternative. La plupart des gens, je vais quand même leur conseiller de faire du renforcement musculaire parce que c'est sur la base santé. Et cette personne-là, je veux aussi lui en amener parce que là, c'était notre première année ensemble, mais je Hmm. veux aussi qu'il soit durable et, comme je le disais, avec ou sans moi, il puisse continuer à tenir. Peut-être que s'il en avait fait, il aurait couru encore plus vite. On ne sait pas. Ou Ok. peut-être que s'il en avait Ouais, fait, il aurait couru moins vite d'ailleurs. On ne le sait pas non plus. Donc là, ça marche. c'était ce cas de figure-là où voilà, il n'y a pas eu besoin d'en faire. Et j'en ai un, Mathieu, s'il nous écoute, lui, il avait déjà fait son premier marathon en 2:58, je crois, de tête. Lui, j'ai fait que ça prep, pas son truc. Et lui, on a fait un vrai cycle logique au marathon, qui était,
général, force endurance, force explo à la fin. Et là, derrière, on a un petit peu dû moduler son intensité d'entraînement par moment, en accord avec son coach, aussi dans un club d'athlètes, parce que quand tu fais de la force explo, de la plio, bah, ça a quand même de l'impact. Donc derrière, on a dû adapter. Et lui, il a fait le cycle idéal, entre guillemets, pour un marathonien, enfin, pour moi en tout cas, qui est de se dire apprentissage, force endurance, force explo, tu vois, avec les rebonds, avec la plio, pour moi, Mhm. c'est l'idéal. Et lui, bah, oui, s'il met de 48, du coup, il a eu son PR, mais c'est pas, il se sentait plus solide de là à dire que c'est ça qui lui a fait gagner 8 minutes, pour rester humble aussi, mais en tout cas, ça serait le schéma idéal. Et je prends mon cas, justement, c'était mon premier. Euh, m- Moi, mon enjeu, c'était différent. Du coup, j'ai fait généraliste au printemps, vraiment. Après, j'ai fait du trail et une course en montagne Sierzinal dans l'été, ce qui avait à la fois aucun sens dans le marathon, mais j'avais envie de faire ça et tout. Là, fallait que je rebascule sur du trail, j'avais pas de temps à perdre à faire du renfort. Tu vois ce que je veux dire, dans mon truc Ouais, du je vois, bien marathon. sûr. Donc j'ai refait ça, et quand arrivé à la rentrée, j'ai fait des rappels de force et d'explo pour faire la transition sur bitume. Et c'est pas ça qui m'a fait bien réussir mon premier marathon, mais ça m'a aussi aidé en fait à chaque fois. Ma stratégie, c'est à chaque fois que j'attaque une nouvelle phase de travail de 3 mois, mon renfort m'aide à, à l'intégrer et à la digérer surtout. Et ça veut dire j'en ai pas fait tout le temps, toute l'année. Parce que j'en fais depuis longtemps aussi. Donc, tu vois, il y a vraiment, c'est dur d'édicter une règle. Je sais pas si je suis Ouais, compréhensible quand je dis ça, ouais, mais si, bien sûr. Ouais, bien sûr, c'est la spécificité, ça dépend de chacun. hum, J'avais vu un post que tu avais fait et tu fais une hiérarchie quand tu veux faire ta planification. Tu vas d'abord mettre les compètes, tu vas mettre les jours de repos. Alors ouais, ouais, ça m'a interpellé que tu mettes les jours de repos en premier. Et puis après, tu mets les séances longues, les intensives, les ouais, intermédiaires, puis le renfort. Est-ce que tu peux ouais. expliquer aux gens s'ils veulent faire leur planification, Hum. quel est le meilleur moyen de créer une bonne planification? Je dirais que c'est acheter mon livre. Non, blague à part. Si, si, si. Blague, Il est fort. euh, non, j'ai quand même pas bon pour ça. Non, Agile.training. ouais. Je disais, parce que pourquoi je mets les jours de repos en premier? Parce que c'est l'exemple chez les amateurs. C'est-à-dire que euh, les séances clés, pour moi, doivent être faites sur la fraîcheur. Ou quand il y a du temps, etc. Une séance d'intense que tu fais en bouffant un sandwich en 10 minutes, en dépêchant de la faire et tout, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, ça se passe pas bien au fil des semaines. Donc en fait, le jour de repos, après, il y a plein de modulations individuelles, mais je le place en premier parce c'est celui qui est en semaine, qui correspond à la journée où je sais que la personne, on a discuté ensemble, elle a pas le temps pour ça. Tu vois, là, les gamins, ou d'ailleurs, enfin, tu vois, peu importe. C'est pour ça vraiment qu'il y a le jour de repos en premier. Et quand je planifie, oui, ça surprend les gens quand j'ai le téléphone, mais les vacances, dans les vacances, tu veux t'entraîner, tu veux te reposer, tu veux garder un truc normal. Les mariages, tous les trucs comme ça, c'est tout le premier truc que je fais. Là, j'ai l'agenda, et après, dans la semaine de travail normal, je regarde déjà avec eux quand est-ce qu'il a vraiment du temps pour s'entraîner, quand est-ce qu'il en a pas, et je construis à partir de ça. Et après, oui, les séances longues et les intenses, pour en revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire que en fait, ce qui te fait progresser en course à pied, pour moi, c'est les séances clés. C'est la sortie longue, c'est l'intensité. Et c'est pas, enfin, ce qui te fait vraiment franchir le petit truc, c'est ça. Donc en fait, je commence par là, et tout ce qu'il y a autour, à quoi ça sert? Ça sert à récupérer des séances clés et à se préparer à les encaisser. C'est pour ça que la fréquence, elle est importante. Parce que derrière, il y a plein de gains aussi de sollicitation, mais là aussi, je pense qu'il faut attaquer par les séances clés. Et qui dit séances clés, dit pas que toutes les séances doivent être clés. Et il y en a une par semaine, voire deux s'il y a de l'intensité. Des fois, il peut y en avoir un peu plus selon certains cycles. Mais tu vois, le raisonnement, il est plutôt de se dire, bah, quand est-ce que je peux bien m'entraîner? Ok, je place les séances clés. Et le reste du temps, en fait, soit je récupère, soit je m'y prépare. Et est-ce que tu pourrais peut-être définir pour les auditeurs, séance longue, séance intensive, Ouais. qu'est-ce que les modalités et qu'est-ce que Hmm. ça impacte sur le corps des coureurs? Ouais, bien sûr. Alors la séance longue veut tout et rien dire. C'est vrai que tu prépares un semi-marathon, 1 heure et demie, c'est une séance longue. Quelqu'un qui prépare un ultra trail, 1 heure et demie, c'est un footing. Moi, j'ai des gens qui font de l'ultra, qui courent bien. Il va me faire une sortie de 5 heures, il me la cote à RPE 2. Hein. Donc, tu vois, Ouais, ouais. c'est toujours, Mm.
C'est toujours pareil, mais n'empêche qu'une sortie longue peut être considérée comme intensive, dans la mesure où moi, je considère qu'une séance intensive, c'est une séance qui sort de ce que tu es capable d'enchaîner tous les jours. À partir du moment où tu fais quelque chose qui est plus dur que ce que tu pourrais faire tous les jours, tu bascules sur quelque chose de plus intensif. Donc après, derrière, l'intérêt, les effets sur le corps de la séance longue, il y en a plusieurs. En gros, c'est le vrai développement du système aérobie, on va l'appeler comme ça. Et en fait, en gros, si tu y vas 30 minutes, tu le sollicites que pendant 30. Si tu y vas pendant 2 heures, tu sollicites quand même 4 fois plus de temps. Donc derrière, en fait, ta capacité à optimiser ta filière lipidique, elle augmente, à créer des mitochondries, à favoriser les échanges gazeux. Il y a toutes ces choses-là. Et plus tu vas longtemps, plus tu vas le développer. Même si, Mais évidemment, tu vois l'énergétique, en fait. moi, je vois surtout l'énergétique et le musculaire aussi à la fin, sur la sortie longue, c'est d'arriver sur le quoi, à répéter les impacts et à être solide musculairement. Et moi, oui, j'ai une approche qui est très énergétique. Et pour faire la parenthèse dessus, la sortie longue, avant même l'intérêt physiologique précis, elle est aussi quelqu'un qui prépare un marathon ou un trail, c'est à tester sa bouffe, à tester son hydratation, à tester son matériel. C'est de l'apprentissage, en fait, de produire un effort continu et de se donner les moyens d'arriver à le faire. C'est la première chose. Et la haute intensité, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que là, on va chercher en fait à acquérir des compétences. Je sais pas comment le dire un peu clairement, mais on va dire je radote. Mais si tu prépares un marathon et que tu fais que de la basse intensité, tu vas le finir. Si tu prépares un marathon et que tu fais que de la haute intensité, je pense que tu ne seras pas au départ. Si tu fais un marathon avec beaucoup de basse intensité et un peu de haute intensité, tu risques de bien le finir. Vraiment pour faire ça. Donc la haute intensité, c'est la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que c'est pour apprendre à mieux se connaître. Un peu dans la fatigue, c'est-à-dire que le jour de ton marathon ou de ton trail, toi, ça se passe jamais comme tu veux. En plus, ça, c'est sûr et certain. Enfin, très rarement. Donc c'est de se dire, ah, cette sensation là, les jambes qui brûlent, ok, je la connais, etc. Tiens, là, ça accélère, est-ce que je suis capable de le faire ou pas? Donc pour moi, c'est vraiment, pour la faire simple, un moyen d'élargir la zone de confort. Vraiment, d'être confortable sur des allures cohérentes. Et c'est pour ça que le débat qu'il y a en ce moment, pyramidal polarisé, il a aucun sens en fait. Enfin, c'est des concepts parce qu'il faut mettre un nom là-dessus. Mais en fait, en gros, tu fais des séances intensives qui vont te permettre d'apprendre et de faire face avec des nouvelles compétences que tu rencontres en compète. Donc ça peut être du tempo, que je conseille d'ailleurs chez la plupart des gens, parce que sur une montée de forme progressive, c'est le plus simple, c'est le moins coûteux. Ça peut être de la vitesse dans le sens VMA, de la très haute intensité, si on en a besoin. Ça reste secondaire, et sachant que faut quand même se dire que plus l'intensité est élevée, plus l'impact sur le système nerveux autonome et avec l'activation du système orthosympathique, plus il est élevé, plus c'est dur d'en récupérer. Et à 40 heures par semaine avec 2 gosses chez une mère célibataire, c'est pas toujours l'idée du siècle, par exemple. Et est-ce que tu as des conseils pour que les gens puissent quantifier un peu la difficulté de leur séance? Par Ouais. exemple, après une grosse séance de qualité, qu'est-ce que tu conseilles aux gens, peut-être avec la fréquence cardiaque associée au nombre de kilomètres? Qu'est-ce que toi tu conseilles par exemple? Alors, je trouve que il y a 3 métriques qui sont vraiment pour quantifier un peu l'entraînement. Il y a une vraie métrique qui marche bien, c'est le volume horaire. Pour moi, parce qu'en fait, ça te répond à peu près à tout. Enfin, de mon point de vue, hein, quand on démarre dans les sports d'endurance, tu peux programmer, tu peux compter. Tu peux respecter tous les principes d'entraînement, la Mmh. progressivité, l'alternance, la variété. Tu peux tout progresser avec le volume. Tu peux tout tout Oui, tu respecter, peux. voilà, les principes. Pour moi, ça, c'est sûr et certain. C'est pas dire qu'il faut faire le plus de volume possible. Je dis juste que le volume horaire, c'est la bonne base pour compter. Après, derrière, tes kilométrages et ton dénivelé, par exemple, il est important, oui et non, parce que quelqu'un qui habite à Montpellier, qui a que du plat et qui fait un marathon, son kilométrage, il a du sens, même d'un mois, d'une semaine à l'autre, parce que c'est toujours plat, donc sa vitesse de déplacement, elle est liée. Quelqu'un je prends mon exemple, moi, mon tour de 17 km sur la route, j'avais 300 mètres de D+, c'est le plus plat que j'avais chez moi. Donc en fait, si j'allais faire autre chose que ce tour, déjà, j'avais plus de dénivelé, donc la distance avait moins d'intérêt pour moi. Tu vois ce que je veux dire, par exemple? OK, ouais, Donc, bien je sûr. conseille vraiment en volume pour la globalité, et l'intensité, je me prendrais pas la tête avec ça.
c'est ton nombre de temps passé à haute intensité qui compte en fait dans la séance. Et moi, l'approche que j'ai, c'est que c'est pas d'aller le plus vite possible, de plus en plus vite à chaque séance. J'ai pas dans cette approche-là. Dans l'approche de prendre une vitesse. Alors bien sûr, faut un peu tâtonner au début et d'arriver à la tenir le plus longtemps possible au Le fil temps des possible. séances. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'enjeu. C'est beaucoup de gens parce que c'est pas l'efficience à intensité max, à VO2 max qui limite les gens en fait. C'est à des intensités sous maximales. Et après, derrière, pour calibrer les séances, j'utilise le RPE, donc qui est la note de 1 à 10 de difficulté, où là, je donne une cible aux gens. Au début, il faut qu'ils s'y habituent, et après, ils me font un retour, eux, avec ça. Donc en fait, ça me donne le volume horaire et le RPE. Je parle juste de la note de 1 à 10, ça me donne deux Hmm. indications. Ça me donne à la fois qu'est-ce qui est prévu et comment il l'a perçu. C'est un outil tout bête, mais qui marche. Et pour revenir un peu là-dedans, les gens, donc ils ont le RPE, ils ont la capacité à parler, parce qu'en fait, la ventilation, elle est quand même en lien avec l'intensité de l'effort, on va pas se mentir, donc ça marche bien. Et la fréquence cardiaque, le truc qu'il y a avec la fréquence cardiaque, c'est que déjà, elle peut varier d'un jour à l'autre. Il faut connaître sa FC max, Hmm. la chaleur, elle influe dessus et tout. Je m'en sers surtout dans le contrôle de la basse intensité. C'est-à-dire que c'est un peu un garde-fou en disant, essayez de pas trop aller au-dessus dans votre séance de basse intensité, même si vous pouvez par moment, parce que ça donne au moins ça. Et souvent, je la minore un peu, parce que la plupart des gens s'entraînent un peu trop vite. Donc, c'est plutôt ce schéma-là que j'ai. Et par rapport à ça, tu pourrais juste nous définir un petit peu la basse intensité pour toi au niveau cardiaque, à quoi ça correspond, même si je Ouais, sais que ça dépend de la fréquence max, mais est-ce que toi, tu as un peu un seuil, quelque chose ouais, à nous définir par rapport à ça? ouais. Alors, j'ai même deux basses intensités à l'intérieur. J'ai ce qui est facile, qui correspond à RPE 1 sur 10, qui est en dessous de 70% de la fréquence cardiaque maximale, pour faire Ok. simple. Et après, j'ai une intensité modérée que j'appelle, qui est un peu plus à un niveau avancé, où on peut aller jouer dedans, mais c'est un peu l'idée, qui est de 71 à 75%, donc qui est théoriquement en dessous du premier seuil de toute façon. Et là, en gros, pour faire simple, j'ai ça à l'intérieur, et après, au-delà, c'est de la haute intensité. Donc si je devais faire très très simple, en dessous de 75%, c'est de la basse intensité, au-dessus de 75, c'est de la haute intensité. Après, à Ok. l'intérieur, j'ai des plages larges, parce que vu que je sais que la fréquence cardiaque est quand même souvent variable d'un jour à l'autre, d'une période à l'autre et tout. Par exemple, pour moi, un tempo, c'est 75-85%. En fait, bizarrement, le seuil et la moyenne, elle est à 82. À cette plage-là, en fait, ce que tu cherches, c'est pas à basculer au-dessus de l'équilibre lactique. En fait, tu cherches à être un peu à la limite. Donc, chez certaines personnes, c'est peut-être à 80, chez d'autres, c'est à 88. C'est pas ça le plus important. C'est l'apprentissage de la sensation pour moi. Donc, Ouais. C'est vrai que ça, c'est important de des fois se déconnecter un peu des montres et vraiment ouais. faire au feeling, à la sensation, le Mm. sentir vraiment quand on court, se dire, là, on le sent de toute façon, hein, quand on est au seuil ou quand on est au-dessus, Ouais. quand on va trop vite directement. Et c'est vrai faut se connecter un peu à son ressenti. C'est quelque chose qui est important. Est-ce que vous voulez rebondir, les gars, par rapport aux entraînements sur la course à pied? Ou, parce On qu'on est, peut, on est mais parti parce qu'on est parti un peu sur on autre est chose, mais parti un peu de c'est hyper partout, ouais. intéressant. Mais du Mais coup, c'est hyper intéressant. tu dis de pas aller dans la zone rouge. La zone rouge, tu vas la chercher que dans l'intensité. Et ma question, c'était comment tu l'as réparti dans la semaine, les hautes intensités, Ah. Mm. comparé aux autres séances? Alors, j'ai un ratio de 1 pour 5 en général. Je parle de manière générale. Donc, j'ai une séance haute intensité, toutes les 5 séances de basse intensité. C'est à peu près ce ratio-là. Euh, Par moment, des fois, je peux mettre un peu plus de haute intensité. Parfois, chez les débutants, j'en mets même moins, parce que l'enjeu, c'est la fréquence, hein, c'est pas d'optimiser sa haute intensité. Mais globalement, chez quelqu'un qui s'entraîne 5-6 fois, il a une séance de haute intensité par semaine. C'est un système, ce qu'on appelle polarisé, pyramidal, c'est à peu près ça. Et pourquoi? Au-delà des adaptations physiologiques, parce que euh, c'est lequel qui fait du trail du coup dedans chez vous? Il y en a plusieurs, C'est non? Alexandre. Moi, je Ah, cours un petit peu, ouais. ouais. Moi, Je je me peux suis mis courir depuis Oui, pas aussi c'est. un peu. longtemps. On Ouais, peut mais tous tu cours courir, hein. long. On peut tous courir. On peut Ouais. tous dépanner, t'inquiète, hein. Ouais. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je te donne l'exemple typique du trail, c'est ce qui va parler. Quand tu reprends sur les chemins, quand tu reprends là, la moindre côte, en fait, si tu veux la monter en courant, ta FC, elle fait comme ça. Je sais pas si t'as déjà remarqué ça, mais quand t'es en Ouais, bien reprise, sûr. parce que musculairement, t'es pas prêt à le faire. Sauf que Ok. si t'es, bah, c'est mon premier avis en fait. Vu que t'es pas prêt musculairement à le faire, bah, tu dois plus pomper pour produire de la force pour maintenir l'allure. Sauf que si tu veux toujours respecter ta basse intensité dans ces séances-là,
Tu vas faire tu vas faire quoi? Tu vas marcher à chaque fois. Je dis pas qu'il faut jamais marcher pour le trail, hein, sur du long, c'est autre chose, mais sur ton footing d'une heure, tu vas marcher. Et si tu t'exposes jamais au fait de monter ta petite montée en continuant à courir, Mm. en fait, tu vas jamais progresser dedans. Et ce qui se passe, pourquoi j'ai que une haute intensité dans la semaine? Parce que le dimanche, sur une sortie longue, je donne un exemple, ça permet de se dire, ok, ben, selon certaines fois, je sais pas, la personne, elle a envie de se faire plaisir, elle a envie de se lâcher dans la descente et tout. Pas à chaque séance, c'est pas au carton, hein, je me comprends. Mais je laisse une petite marge de manœuvre, en fait, pour le week-end, sur 2 heures de séance, s'il y a eu 10 minutes en cumulé un peu au-dessus, ça changera pas la face du monde. Par contre, si cette intensité un petit peu plus élevée à l'intérieur de la sortie longue, elle vient sur 3 entraînements hebdomadaires où tu t'étires sur la gueule, ça va pas bien finir à la fin. Tu vois un petit peu l'esprit? Ouais, 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 bien ouais. sûr. Bah écoute, Mm. on Et va. Ouais, ouais, vas-y, juste vas-y, vas-y. une petite dernière, tant qu'on est sur la planification, la programmation. Par exemple, si on a un auditeur qui a une course, Mm. qu'est-ce que tu lui conseilles comme timing pour planifier du coup son entraînement? Est-ce que tu es sur 3, 4 mois, 2 mois? Et tu parles aussi de programmation linéaire. Est-ce que tu pourrais Ah, aussi faire un petit aparté sur ah. la programmation par bloc aussi? On va faire un petit Mm. point sur... Mais ça serait bien qu'on reste quand même qu'on ferme un peu la parenthèse course à pied et qu'on reste un peu plus spécifique sur sur vraiment le renforcement musculaire, je pense, non? On aura l'occasion peut-être de reparler de la course à pied, de l'entraînement en course à pied sur notre podcast, non? Vous en pensez quoi? Vas-y, vas-y. Parce que sinon, sinon, ça va partir dans tous les sens, les gars. Vas-y, donc du coup, sur la planification, vraiment sur le renforcement musculaire, comment toi tu organises ça sur un événement, par exemple, dans 3 4 5 mois? Et comme disait Vincent, combien de temps déjà il faut pour préparer un marathon ou une compétition? Bah, je pense et c'est lié au renforcement musculaire. Du coup, je vais me recentrer sur le sujet, même si ça va être Voilà. obligé de dévier sur la planif parce que c'est lié en Ouais, fait. bien sûr. Ça dépend d'où la personne part. En fait, c'est toujours pareil. Et quelqu'un, tu vois, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a préparé en guillemets son marathon en 3 semaines, et parce qu'en fait, il a des années de course et des mois de course avant ce marathon. C'est juste qu'il a passé du trail à la route. On l'a un petit peu anticipé. Par exemple, moi, mon cas, j'ai déjà fait des ultras et mon marathon, j'ai mis 7 mois à le préparer parce que si je prenais moins de temps, je savais que j'allais péter. Tu vois, ça dépend vraiment des cas. Je dirais que pour recentrer un peu, quelque chose qui est bien, c'est les objectifs à 3 mois. J'ai toujours trouvé que c'était bien parce que c'est à la fois lointain pour construire quelque chose et à la fois proche pour savoir où on veut aller. Donc en fait, par exemple, quelqu'un qui veut faire un marathon, s'il part de zéro, il faut pas le faire à 3 mois, mais peut-être se dire, je vais avoir soit un 10 km dans 3 mois, soit un semi-marathon dans 3 mois, et peut-être après, le temps que je récupère, j'y vais à 6, 8 ou 9 mois derrière pour aller préparer mon marathon. Donc je trouve que c'est dur d'y répondre, c'est vraiment dur d'y répondre sans connaître le passif des gens, sans connaître ce qu'ils veulent faire, etc. Demain, je vais te dire, hein, quelqu'un d'à peu près sportif, sans me vanter, parce que tout le monde est capable de le faire, en un mois, je le prépare pour un marathon. Après, il court plus pendant les 6 mois qui arrivent, hein, mais en tout cas, tu peux le finir ton marathon. Mais tu vois, Mm. c'est toujours pareil. Et ouais, ça dépend vraiment de ça. Et c'est comme le renforcement musculaire, et c'est intéressant. Et je vais faire le lien avec la planif, c'est-à-dire que selon le niveau où il part, si par exemple son marathon, il va être pour que son marathon se passe bien, il faut qu'il court 5 fois par semaine. C'est un exemple parce qu'il a 5 fois. S'il part de zéro, ben, si tu lui fais courir 5 fois dans la semaine, je sais qu'il y a des théories qui disent que ça fonctionne. Peut-être que la voie est de se dire, bonus, tu vas peut-être courir 2 fois, faire un sport croisé et 2 fois de renfort, juste pour avoir une fréquence d'entraînement et de sollicitation qui est régulière. Tu vois ce que je veux dire? Pour à la fois te préparer et t'habituer à t'entraîner régulièrement. C'est la première chose. Et après, derrière, quand il aura pris l'habitude, ben, au lieu d'avoir 3 fois de renforcement, c'est l'exemple, hein, on va essayer de passer à 2 et rajouter une petite séance de course. Et en fait, la progressivité, elle va se faire en inversant ça. Et c'est-à-dire que c'est pour ça Ok. que je dis qu'il y a aussi une double progression dans le renforcement où il peut être aussi débutant et aussi dans la course à pied par rapport à ça. Et en gros, c'est quelqu'un qui est en rythme de croisière, un sportif amateur régulier, pour refaire le lien de la prog. Euh, quand je suis loin de la saison, ça peut être 2 fois par semaine, le renforcement musculaire. Quand on se rapproche de la saison ou en saison, ça va être 1 fois par semaine. Et quand il y a l'objectif, j'ai une phase, c'est 1 fois tous les 10 jours ou un rappel. Chez le coureur amateur, enfin le coureur à pied amateur. Et il y en a qui ont fait une séance de renfort 3 jours avant leur marathon.
parce que c'est de la PPG. Et comme j'en ai un, je lui ai fait faire une séance il a fait 2h40, 8 jours avant le marathon, à pied, parce que dans son cas, c'était adapté. Il me fait, mais j'ai lu que. Je lui dis, mais non, ça dépend des cas de figure. Donc c'est comme pour le renfort, faut vraiment adapter tout ça. Et globalement, je trouve que la fréquence, en gros, 2 fois par semaine, tu peux un peu espérer progresser en renforcement. Une fois, t'entretiens. Vraiment pour faire simple. Et 3 fois, tu développes. Pour de vrai. Oui, tu vois du coup la construction générale Hmm. du coureur à travers sa renfo et sa planification d'entraînement de Ouais. course, quoi. Ouais, et je pars du principe que souvent, le coureur n'aime pas, le coureur, il court parce qu'il aime être dehors, souvent. Alors des fois, il faut faire passer le message que le renfort peut l'aider, ça peut l'aider à être dehors plus longtemps dans sa vie, mais il aime quand même ça, et je trouve que du renforcement musculaire, et j'ai aussi, je milite en ce sens, j'ai écrit ce bouquin en ce sens et tout, c'est que ça doit être fonctionnel dans le sens où ça doit pouvoir être fait dans ton salon, dans ta salle de sport, si tu as envie d'aller à la salle de sport, mais si tu veux pas le faire dans ton salon, c'est vite Et ouais. compliqué. Et c'est ça qui est Ok. intéressant, là, t'as une modalité que tu utilises beaucoup, c'est le EMOM. Du coup, est-ce Ouais. que tu pourrais dire comment tu travailles, on organise notre séance de renfort? Ouais. Bah, EVOM, ça veut dire every minute on minute, c'est-à-dire que t'as, d'ailleurs, on dit une minute, c'est 60 secondes, mais ça peut être 1 minute 30 ou 45 secondes. Donc, on va prendre la minute, ce qui est le plus simple à comprendre. T'as, 1 minute pour faire 15 répétitions. Je donne un exemple. Donc, ça veut dire que si tu mets 20 secondes à faire tes 15 répétitions, t'as 40 secondes de récupération. Et si t'en mets 40, t'as plus que 20 secondes de récupération et après, tu passes à l'exercice suivant. Et ça, c'est intéressant pour 2 raisons, parce que ce principe-là, il permet, selon la charge que tu utilises et le nombre de reps que tu utilises, c'est un peu un principe de cluster, hein, en muscu assez simple, il permet d'orienter soit sur du métabolique, soit un peu plus sur du nerveux ou du structurel. Tu peux faire un EMOM à 5-6 reps. Par exemple, moi en force, je peux le dévoiler, il n'y a rien de très secret, j'ai BIA, tu prends ton 6 TRM, ce que tu veux faire 6 fois, ta première séance, tu mets en EMOM, tu fais 5, 4, 3, 2, 2, tes 2 premières séances, après tu fais 5, 4, 3, 3, 2, 5, 4, 4, 3, 2, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu Ouais, as ton ouais. schéma de progression comme ça, et ça, tu es sur la force, c'est-à-dire que tes 5 reps, elles vont te prendre que 10 secondes à faire, tu vois ce que je veux dire? Et là, tu as 50 secondes derrière, là, tu es un peu plus sur le structurel et sur le nerveux, et si tu veux être en métabolique, tu prends une charge légère, tu mets 20 swings à faire, par exemple. Si tu le fais intelligemment, tu remets des bons pour faire augmenter la fréquence cardiaque, tu ondules à l'intérieur de l'EMOM. Et ça fonctionne bien pour aussi une raison. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le coureur à pied est pas capable d'aller en intensité max en musculation. C'est-à-dire que, à moins qu'il soit expert en musculation. Mais c'est-à-dire que ces répétitions réelles en réserve, en fait, elles sont pas à 2 ou 3 finalement, elles sont à beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que quand on sait que le taux de créatine, en fait, euh, 70%, il est refait en 40 secondes, 80%, il est refait quasiment en 1 minute, après une grosse déplétion en plus, hein. Et pour les 100%, c'est 4 minutes effectivement. Mais en plus de ça, quand on sait que si tu fais un sprint max de 6 secondes, en fait, tu déplètes que 40 à 50%, ça veut dire qu'en fait, tu auras un renforcement musculaire, et c'est pour ça que le modèle haltérophilie classique de force est pas adapté à l'endurance, parce que ça prend pas en compte ça. C'est-à-dire qu'on fait un effort tout maximal en termes de force, donc on va pas utiliser tout notre PCR, on va être limité ailleurs par la technique, par la coordination, etc. Et en plus, on sait que le système oxydatif, ça aide à resynthétiser plus vite la phosphocréatine. Donc en gros, on fait un effort qui est pas maximal, dont on est capable de mieux récupérer. Donc en fait, le format MOM fonctionne quand même plutôt bien de manière générale, parce qu'on va sur du sous-maximal, et qu'en plus, on a une capacité de récupération qui est vraiment élevée. Sur BIA, enfin sur la force, par exemple, ça va être sur du 80, 90 secondes, pas 1 minute, mais vous voyez un petit peu l'esprit. Et ça, Hmm. c'est très Ouais, ouais. simple à structurer. Et en plus, tu regardes, t'as tes 1,30, et c'est le même schéma que j'ai sur la haute intensité. Plutôt que d'augmenter le poids à chaque fois, j'augmente le nombre de fois où tu es capable de lever le poids. Ok. Et du coup, sur ce cycle de 3 mois que Ouais. tu conseilles pour à peu près préparer ton marathon, quel cycle tu mettrais à l'intérieur de tes 3 mois? Est-ce qu'il y a différents cycles où, par exemple, tu vas travailler la force dans un premier temps, après tu vas repartir sur un autre cycle de 3 semaines? Comment ça, tu le planifies au niveau du renforcement musculaire?
Bah, encore une fois, c'est dur à dire parce que ça dépend du niveau Oui, spécifique. j'imagine. Et en Mais muscu pour des gens, pour une ouais, personne qui est à peu près sportive et ouais. qui court assez régulièrement, on va dire, enfin, quelqu'un qui court 2, 3 fois par semaine, on va dire, quelqu'un de classique. Bah, en 3 mois, je mettrai qu'un focus en muscu. Pour moi, hein. Je pense qu'on peut pas Ok, passer du coq à l'âne, parce que si tu qu'une séance par semaine de renforcement, hein, tu vois ce que je veux dire? hmm, Eh ben, si tu fais 2 séances, tu vois, en 3 mois, ça veut dire qu'il y a 12 semaines, tu vas faire 4 séances de force, 4 séances de force endurance et 4 séances d'explo. Si tu suis le truc un peu logique, ok, il va pas se passer grand-chose, tu vois ce que je veux dire. Un truc qui marche bien, par contre, pour être là-dedans, t'as ton focus, c'est la force endurance. Je donne un exemple, hein, avec un protocole là-dessus. Et derrière, de temps en temps, tu remets du conditionnement avec des circuits training pour remettre du mouvement, pour varier un peu. Et ça j'ai déjà souvent remarqué, c'est très empirique, hein, mais plutôt chez les sportifs avancés, quand tu veux faire de la transition entre de la force et de l'explo, par exemple, et ben sur une quinzaine de jours, tu refais 2 ou 3 circuits un peu dynamiques. Ça fonctionne généralement bien, y compris dans les sensations spécifiques, toi, dans la discipline. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, sur 1 mois, sur 3 mois, vraiment, j'irai sur un vrai focus et des petites transitions. Et tu vois, par exemple, je ferai pas un schéma force ou hypertrophie. Enfin, il faut l'envie d'aller sur une saison, ça. Et du coup, sur une saison, alors, vu que tu en parles, comment tu planifierais ça sur une saison? Par exemple, on s'inscrit à un événement, au marathon, par exemple, l'année prochaine, au mois de décembre. Comment on pourrait faire pour essayer de planifier au mieux son renforcement musculaire? Bah, on va partir alors du principe qu'on veut optimiser le renforcement. On va plutôt y aller comme ça parce que sinon l'enjeu ça peut être de la PPG vraiment tout le temps. J'irai sur quelque chose de métabolique au début, sur les circuits training à charge légère pour une raison vraiment simple, c'est pour apprendre à répéter les mouvements plusieurs fois, pour créer le schéma en fait, pour apprendre à les faire. Et là, si tu mets tout de suite une charge lourde, ça risque de mal se passer si la personne la maîtrise pas. Donc toi, j'irai un peu là-dessus. Ok. En plus, bêtement, ça correspond à le côté endurance du renforcement musculaire, tu vois, un circuit en 30-30, en 40-20, pas aller à fond, hein, mais ou en EMOM dans ce principe. J'irai là-dessus sur 2, 3, 4 semaines, tu vois, de conditionnement, vraiment pour répéter ça, orienter aussi avec du gainage, des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Et après, derrière, ce que je ferais dans la logique, euh, ça va dépendre du niveau. On va dire quelqu'un qui maîtrise déjà, j'irai sur de la force derrière directement pour un peu augmenter ce gain nerveux là, tu vois, pour être capable de pousser lourd. Et après, j'irai sur la force endurance, c'est être capable de pousser à peine moins lourd, mais plus de fois. Tu vois ce que je veux dire? Et Ok. après, la fin, je la terminerai à, à pondérer parce que c'est un peu coûteux nerveusement, mais avec des bons ou quelque chose d'explosif. Ça paraît le plus logique. Après, dans les faits, des fois, on jongle entre, on peut faire force, explo, tu vois, on peut jouer, mais dans l'idée, j'aurais cette construction-là. Après, elle doit aussi suivre la planif un petit peu générale. Parce que si derrière tu fais de l'explosivité avec des bons, ou par exemple tes bons, déjà, il faut être prêt à les faire. On va dire que la personne est prête. Tu as une intention de hauteur max, ton coût métabolique et ton coût nerveux, il est super élevé. Ça c'est sûr et certain. Ah, si derrière tu fais ça la veille d'une séance pré-marathon, Ouais. c'est pas toujours bien. Et je prends le cas de Mathieu justement où je l'ai aidé sur sa prog là sur le marathon. On a fait de l'explo et les 3 semaines d'avant, j'ai mixé de la force endurance et de l'explo, mais que sur de la microdose en fait de rappel des sites précédents. Et ça, c'est vrai que j'en parle pas, mais un truc qui marche très bien, c'est que tu fais ton focus sur 2 mois par exemple, un autre focus sur 2 mois, et après quand tu arrives en phase finale, tu discutes avec la personne, tu dis bah comment tu te sentais quand tu faisais ça et ça, et après tu fais la dose minimale effective, hein, c'est comme ça que ça peut s'appeler, où tu mixes un petit peu les deux, mais tu veux pas développer, tu veux juste rappeler surtout à ce qui se passe dans la tête, ok je sais faire, je sais connecter et je peux y aller. Et du coup, la plio, ce que tu dis à travers les bons, tu vas pas la proposer en fait tout le long de l'année. Parce que du coup, la course, c'est un enchaînement de sauts en fait. Ouais. Et du coup, tu travailles plus sur un bloc d'explosivité autour de la pliométrie. Ouais, parce que c'est encore une fois ma philosophie du début, le renfort doit apporter ce que la course à pied ne peut pas apporter. Tu vois, c'est un vrai complément. Donc derrière, bien sûr, de faire des foulées bondissantes, c'est pas inintéressant. Et je coach un gars qui fait du 3000 mètres.
Là, il a remis des gammes attelées. Et lui, ça lui fait du bien. Les gammes, c'est une forme de plio, hein, c'est des rebonds, des choses comme ça. Bien Et, sûr. et là, il en met tout le temps. Bien sûr que ça lui fait du bien. Et lui, il a le temps, il veut courir vite, il peut le faire un peu plus souvent. Moi, la plio, je m'en méfie parce que ça veut à la fois tout et rien dire. On n'a pas besoin d'être pliométrique, on a besoin d'apprendre à créer de la force en charge sur le dos aussi, même s'il y a les impacts au sol, tu vois, ces choses-là. Mais c'est vraiment de l'optimisation, la plio. Tu vois, pour moi, c'est vraiment ce qui vient à la fin, quand on a un peu de tour, quand on se dit on est un peu coincé, que si on veut continuer à bosser en force, enfin, ouais, à gagner en force, soit on remet des trucs encore plus lourds sur le dos ou ailleurs, et peut-être ça va pas marcher, soit on essaie d'y aller différemment, parce que on en revient à ce que je disais au début, mais la progression, elle se fait aussi sur le côté nerveux, donc tu varies les stimuli, en fait, derrière, et les bons, la plio viennent un petit peu là-dedans. C'est pas une solution miracle, hein. Ah ouais. Pour rebondir sans jeu de mots, sur le gainage, tu parles que finalement les coureurs, les trailers, ils sont toujours en gainage du haut du corps et du tronc. Ouais. Qu'est-ce que tu proposes? Comment tu l'intègres à tes séances? Eh ben, il y a deux choses, c'est que les personnes avec qui je commence à bosser, c'est bête, hein, mais si elles ont pas 45 secondes en planche, 45 en planche latérale, 45 en planche bras tendu, 1 minute en chaise, et puis 1 minute en fente, mais les deux talons décollés, c'est que j'estime qu'il faut déjà qu'elles aient un cycle de gainage de base. En fait, ne serait-ce que, c'est discutable, hein, les durées, tu vois, ça veut tout et rien dire, mais juste être capable de pas bouger et de maîtriser son corps pendant 1 minute. Tu vois ce que je veux dire? Ça témoigne que les gens, ils sont peut-être aptes à faire un petit peu mieux. Après, derrière, une fois qu'il y a ça, j'intègre, selon les cas, j'ai un mouvement qui est très bête, mais qui marche bien, c'est la roulette pour les abdominaux. Ça, ils en ont quand même souvent et ça fonctionne plutôt bien, notamment chez les skieurs, parce qu'en fait, t'es sur de l'ISO, enfin, t'es dans la maîtrise, enfin, ça marche bien. Euh, tu prends typiquement un swing, un kettlebell swing, c'est un peu mon mouvement fétiche, mais pour plein de raisons, notamment celle-là, c'est que T'es pas le ton... seul, hein. T'es Ah pas le bon, seul, il y, t'inquiète. y a des Ouais, femmes ouais. parmi vous? Non. Ben, on avait eu un invité qui nous en avait bien parlé aussi, qui On a était eu bien fan du. Gintas. Je sais pas si tu vois Non, ça me dit Gintas. rien. Bon voilà, c'est le C'est le Ouais, maître spécialiste du de la swing. kettlebell. Voilà, c'est le voilà. maître du swing. Ouais, bah le swing, tu vois, sur le coureur à pied, je vais te dire un truc tout bête, pourquoi ça marche? Parce que derrière, sur la chaîne post fessier ischio, ça fonctionne vraiment bien, et surtout que tu as un cycle étirement-raccourcissement sur tes ischio-jambiers. Forcément, tu vois, à chaque fois que tu as le mouvement de bassin là-dedans, où t'as pas l'impact des bonds, je dis pas que c'est mieux que de la plio, hein, je me comprends, mais tu as quand même toujours ça, et que tu es dans ta phase haute, tu es obligé de gainer, d'avoir un travail proprioceptif. C'est aussi pour ça que j'utilise beaucoup le swing, parce qu'en plus, ce mouvement peut être utilisé et en conditionnement métabolique à charge légère, et en conditionnement un peu plus de puissance, si on met une charge lourde, tu peux faire à un bras, tu peux faire à deux bras, et je me perds pas, hein, je fais le sens avec votre question, et il y a cette idée de gainage-là qui est quand même super importante dans le mouvement, tu vois ce que je veux dire, et ça peut le faire si la personne est apte à le faire. Après, derrière, tu vois, un mouvement de gainage, moi je mets toujours un mouvement de haut du corps dans mes programmes, même chez les coureurs à pied. Donc tu fais un tirage gorille, C'est l'heure du Turkish là. Il faut que tu nous parles du Turkish là. Ça y est. je vais y venir, mais j'y vais pas sous tout le monde. Je commence déjà par la pompe, c'est une forme de sollicitation du gainage, mine de rien. Un Ouais. tirage gorille, c'est une forme de sollicitation du gainage. Une traction ou un tirage, c'est une forme de sollicitation du gainage. Donc, finalement, il y a une microdose qui est faite par rapport à ça, donc j'intègre comme ça. Et après, le Turkish Get Up, oui, c'est l'heure du Turkish. Ça, c'est mon mouvement roi. Tu vois, j'ai fait simple et sinistre de Tsatsuline. J'ai fait ça 6 jours sur 7 pendant 5 mois, parce que je voulais que ça rentre les mouvements. Donc, c'est de la répétition, etc. Et en vrai, tu fais des swings et des relevés. Alors oui, c'est chiant parce que si tu fais ça toute l'année, au bout d'un moment, les gens ils vont péter un câble. Tout le monde est pas aussi stupide que moi à le faire 6 jours sur 7. Mais n'empêche que tu as un mouvement explosif sur de la chaîne post, tu as un mouvement de contrôle et de mobilité avec l'isométrie d'épaule. C'est très complet. Tu vois, tu fais juste ces deux mouvements-là, c'est des mouvements rois, ça fonctionne bien. Et le swing, je reviens aussi sur un autre truc. Euh, peut-être pas dans la descente en trail, mais tu prends un skieur de fond, un coureur à pied, tu prends beaucoup de sport, le trajet de bassin, il se fait vers l'avant. Il se fait pas vers le haut. Et pour moi, si on parle de spécificité, même si j'aime pas ce mot,
travailler quelque chose sur un pivot de hanche, une extension sur la chaîne poste, ça a plus de chance, pardon, que de travailler un mouvement qui va comme ça, comme un squat. Je dis pas que le squat est inutile, hein. Je dis juste qu'il faut se poser aussi la question. Ça peut être le hip thrust à la place du swing, hein, d'ailleurs. Mais ces idées-là, je pense que ça reste intéressant. Et donc le gainage est amené avec des mouvements de haut du corps tout au long de l'année, pour la faire simple, et du swing. Dans le swing, tu vois le déplacement horizontal du bassin, en fait. Ouais, Et tu vois le déplacement horizontal dans la course à pied aussi. ouais, pour moi, oui. Ah oui, il y a une oscillation verticale, mais n'empêche que c'est un trajet de bassin vers l'avant finalement, comme le ski, comme des choses comme ça. Sinon, tu fais des bonds sur place. En fait, tu te propulses quand même vers l'avant. Ouais, ouais. Et, et au niveau de tes exercices, du coup, entre parenthèses, je sais que c'est difficile d'en sortir, mais est-ce que tu pourrais nous donner un top 4, top 5 de tes exercices préférés sur le membre inférieur? Donc, on a compris que le swing, ça en était un. Est-ce que tu en as encore comme ça deux ou trois que tu places à toutes les séances Ouais, ou que ou tu presque. places généralement? Bah, la fente, très souvent. Ok, Parce qu'en plus, la fente a un vrai avantage par rapport au squat pour moi, c'est que si la maîtrise technique, j'ai pas dit qu'il fallait la faire n'importe comment, mais elle nécessite moins de maîtrise technique qu'un squat. Donc si tu veux travailler la flexion de genou pour des charges un peu légères, poids le long du corps, tu peux amener les gens à le faire. Pente avant, classique, ça c'est sûr. Le squat gobelet, parce que ok, en fait, il y a deux raisons principales au squat gobelet, enfin même trois raisons principales. Déjà, l'amplitude permise, elle est plus basse. Et la plupart des gens, les cours étant très raides, l'avantage c'est qu'on va faire un peu de mobilité chargée, et tu vois un petit peu d'idée sur le contrôle moteur, et je trouve que ça reste quand même bénéfique. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage est lié au poids. On est limité par le grip. Donc à un moment, on peut pas mettre trop lourd parce qu'on sait pas le tenir. Ça veut dire que ça évite ok, bêtement de mettre trop lourd sur le dos si on n'est pas capable de le faire. C'est un truc bête, hein. Tu vois ce que je veux dire. Mm. Et en plus ouais, de bien sûr. ça, ta charge, elle est, ouais, on va pas pinailler sur le gainage parce que ça change pas grand chose, mais ta charge, elle est un petit peu déportée devant. Donc en fait, c'est plus facile d'avoir une amplitude chez quelqu'un qui est moins bien placé ou qui a des grands segments avec une charge devant en protégeant un peu plus le dos que si tu fais un back squat. Sûrement que le back squat, dans une logique d'optimisation de performance, il est meilleur. Et un truc tout bête, hein, dans ton salon, tu peux faire un gobelet. Dans ton salon, si tu as une cage à squat, c'est plus un salon, quoi. C'est pareil aussi. Donc, je cherche à ce que ça Ok, soit aussi applicable. J'ai que ces trois-là et j'aime bien compléter avec le soulevé de terre roumain sur une jambe. Parce que je trouve que tu as de ok. l'équilibration, t'as le travail de fessier, hein, de pivot de hanche. Et sur les ischios, en fait, de le travailler dans l'allongement un petit peu comme ça, tu vois, ça reste aussi intéressant. Donc, ça, j'aime bien. Vous avez le droit de me donner les vôtres. Et au niveau, moi j'avais une question, non, c'est toi l'expert, hein. Et au niveau des mollets, parce que c'est souvent un muscle qu'on dit essentiel à la course à pied, on voit le rôle du solaire par exemple, Ouais. on voit beaucoup de renforcement. Tu nous en as pas parlé pour l'instant. Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres aussi ou pas spécialement? Eh ben, En isolant ou pas en isolant, enfin justement, c'est quoi ton avis sur ça? je vais te dire que je suis pas bon du tout parce que je le fais pas faire. J'ai Ok. jamais eu de problème sans le faire faire. Mais peut-être que c'est une voie que vous me donnez. Toi, on est là pour échanger aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai que même au Après, niveau du renforcement du pied, on n'en a pas parlé aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu vas travailler ou pas trop? j'ai un protocole sur le renfort du pied, justement. Il y a du PTSD modifié, il y a des travails d'appui, des choses comme ça, où ça je fais faire si les gens, je sais qu'ils ont une faiblesse qui est pas D'accord. pathologique, parce que si elle est pathologique, ils vont chez le kiné. Quand le kiné leur donne le droit de revenir vers moi, ils reviennent vers moi, faire le renfort, ça c'est normal. Mais du coup, peut-être le mollet va être un peu travaillé si je mets l'accent sur le pied chez quelqu'un qui se sent pas à l'aise en descente. Mais c'est pas ce que je fais le plus, c'est pas en isolation. Pour l'instant, si je suis honnête, j'ai jamais constaté ou vu de soucis, mais peut-être qu'un jour, Ok. tu sais, c'est comme tous les exercices analytiques, hein, c'est pas d'un côté le fonctionnel et d'autre l'analytique, hein. Si ton mollet il te limite parce que t'es toujours faible, il est plus fonctionnel, donc faut faire un exo-isolation pour y aller, donc c'est vrai, c'est vrai. À tout Ok. moment, on revient dans 10 ans et tu fais que du mollet et du pied, et puis voilà, hein. Ouais, c'est vrai. Je dirais que ouais. Non, mais, je pense pas, je veux pas trop aux effets de mode, mais ouais, oui, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, c'est intéressant de faire la réflexion. J'incite plus sur l'étirement des mollets, finalement, ou la Hmm. mobilité, que sur le renforcement. Ok. Et Peut-être même au à niveau tort. de ouais, non, pas du tout, pas du tout. C'est intéressant. Et si tu avais des dernières questions pour moi, après je laisse la parole aux garçons. Si tu avais vraiment des groupes musculaires clés à dire aux gens, travaillez-les, ça serait quoi? Le tronc, Ok. directement ou indirectement, ça c'est sûr et certain. Le Fessier, fessier. ouais. Ouais. Comment tu Ouais. sais? Comment tu sais?
Ah ben, je sais, j'écoute depuis tout à l'heure quand même, hein. Oui, oui, c'est vrai que tu parles pas C'est beaucoup. Tronc, fessier, et puis après, c'est dur à dire entre quadri et ischio, par exemple. On parle du coureur, hein, de toute façon. Mais ouais, bien sûr. le quadri, c'est vrai il va être souvent limitant dans les trails en descente, voire certains chez les marathoniens. Mais n'empêche qu'au bout d'un moment, si ton en fait, c'est dur à dire parce que si t'es faible au niveau de tes quadris, j'ai eu le cas, moi, j'étais pas loin d'avoir des crampes. C'était l'inverse, aux ischios quand j'ai fait Sierzinal. Donc du coup, j'ai Mhm. dû courir différemment et à force de courir différemment, bah, c'est passé sur les quadris. Tu vois ce que je veux dire? Et Ok. c'est dur à dire. Toi, j'ai pas la règle, ça dépend des gens. Mais le tronc et les fessiers, je pense que d'ailleurs les fessiers sont rattachés au tronc, hein, de toute façon. C'est quand même pour moi ce qui est vraiment intéressant chez le coureur à pied. Ok. Vous avez des questions, les gars? Je vous laisse y aller par rapport Moi, j'ai aux un petit entraînements. truc, j'ai vu que dans ta séance de renfo, tu faisais un focus et un focus secondaire. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu t'entends par là? Ben en fait, ça dépend de comment c'est fait, mais tu vois, je trouve qu'on c'est la même chose que je te dis le focus sur 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Et là, souvent, si je fais une séance de renfo courte, il y a il y a il y a entre guillemets pas vraiment enfin il y a le focus du thème, mais tu vois ce que je veux dire? La séance, c'est le focus. Par contre, si je vais construire autour de ça avec d'autres exercices accessoires, je garde en fait le focus du protocole et de la séance ou du mouvement, tu vois, au fil de l'année. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ou de la période de travail. Tu peux nous donner un petit exemple? Genre, Ouais. t'as décidé de mettre un focus sur le Bah, swing. On peut partir sur le swing. bah, tu sais, je vais te surprendre, je vais faire sur la traction. Parce que cet après-midi, je vais aller coacher une fille, on a fait les tractions. Du coup, on va Ok. en direct là-dessus. Ok. Mon focus, c'est la traction sur tout le cycle qu'on va faire pendant 3 mois. C'est une cycliste. Donc, ça peut paraître con, il y a plein de raisons. Mon focus, c'est la traction. Et derrière, ça, à chaque séance, elle va avoir des tractions sur des formes variées. En gros, pour faire simple, peu importe, elle va avoir de la traction. Et après, ce qui est secondaire, et on peut pas en avoir 10 000 non plus, il y a un mouvement de poussée un petit peu pour équilibrer et pour venir en support de la traction. Et il y aura aussi des membres inférieurs parce que en fait, quand on aura fini le travail sur la traction, ce que je veux, c'est qu'on aille travailler sur ses jambes. Donc en fait, je prépare à ce qu'on va faire un peu derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, quand je parle de la double progression, c'est que en gros, elle a eu un souci de mollet. Donc, ce que je veux, c'est pas rebourriner dessus sur le mollet, elle est suivie par un kiné. Donc, je veux qu'elle apprenne à produire de la force. Je passe par le haut du corps parce qu'il est OK. Je reprépare le bas du corps, mais mon focus, il reste quand même sur le haut du corps. Mon focus secondaire, il est de préparer le bas. Et après, on ira faire le bas du corps. Je réponds à ta question ou pas? Ouais, je crois que j'avais vu des focus intra-séance en fait, où tu privilégiais le swing et tu rajoutais des Ouais, exercices autour. ouais. Mais c'est un peu le même principe en fait, que ce C'est le soit à même la séance principe, ou à ouais. la planif, Ouais. c'est le même principe. Bah, sur ce que tu as eu, c'est ça, c'est que j'avais un protocole, c'était BIA, c'est le protocole de force que je fais un peu tout le temps, C'est et ça, ouais. au-dessus enfin, un peu tout le temps, non, mais oui, souvent. Mais avant, à l'échauffement ou en sortie de séance, en fait, je vais rajouter des mouvements accessoires, en fait, pour équilibrer et pour varier. Mais le focus, ça restera toujours le même. Mais en fait, en faisant toujours la même séance, si tu as du temps devant toi, ce que j'ai la chance d'avoir, je rajoute autre chose autour pour varier un petit peu. T'as aussi pas toujours l'impression de faire la même chose. Moi, j'avais une question sur la mobilité. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a une mobilité à acquérir pour le coureur? Quel est ton avis aussi? Est-ce que tu es pour les étirements? Est-ce que tu es plus de la mobilité active? Est-ce que tu es plus sur du renfort qui va permettre justement de travailler la mobilité? C'est quoi un petit peu ton avis sur la question? Je dirais que plus je vieillis, plus je discute avec des gens qui vieillissent, plus je suis convaincu de l'intérêt des étirements. Pour commencer, Ok. voilà. Des étirements, c'est-à-dire étirements comment passifs, actifs, En, pa- en, tous? Ok. en passif court ou long, mais souvent en passif court sur 5 à 6 cycles de respiration, notamment sur ce qui se passe fessier, le dos, etc. On se rend compte que quand tu arrêtes d'en faire en vieillissant, enfin, c'est quand t'en fais plus que tu te rends compte que c'est comme ça peut être bénéfique pour plein de raisons. Je pense que la première raison, et elle revient le renforcement musculaire, et avec ce que je disais au début, c'est que tu vas solliciter tes tissus d'une autre manière. Donc en fait, pour être capable de mieux bouger, de bien encaisser, bah,
Je te dis pas que ta souplesse enfin, que tes étirements vont te rendre super souple ou super mobile ou te faire courir plus vite. Par contre, tu sollicites ton corps différemment et c'est intéressant. C'est valable pour les étirements, c'est valable pour la mobilité, les automassages par exemple. C'est valable pour le renforcement musculaire où là, tu vas jouer sur le contrôle moteur, en fait, produire de la force sur une amplitude élevée. Donc là, c'est aussi un gain de mobilité. C'est valable sur tout ça où tu fais différemment. Et par contre, les étirements, tu vois, c'est un truc rigolo. Si de prime abord, ça n'a pas d'incidence sur l'écran. Ok, c'est vrai. Sauf que l'hydratation a pas d'influence sur l'écran. Ok, c'est vrai. L'alimentation a pas d'influence sur l'écran. Ok, c'est vrai parce que personne sait ce que c'est. Sauf que demain, tu fais un trail en étant de manière chronique, pas mobile, donc en état de tension quand même permanente, pas hydraté, mal alimenté, t'as quand même de fortes chances que tes crampes elles arrivent. Ce que j'ai expérimenté à Sierra Sinal au mois de juillet, je fais pas tout bien non plus. Et bizarrement, avec tous les gens que je discute, tu te remets à t'étirer, ça fonctionne parce que je pense que peut-être c'est un gain indirect, mais le système nerveux, si tu souffres, c'est en état de relâchement, si t'aimes le faire, ça fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, ça aide quand même à récupérer. c'est un moyen de parler à ton corps, quoi. Ouais, et bah, on sent les pros de santé, c'est très bien résumé, c'est un moyen de parler à ton corps. Ouais, ouais, franchement, c'est exactement ça. Et donc, la mobilité est pas indispensable à la perf, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des grosses amplitudes en faisant de la course à pied. Par contre, c'est une hygiène de vie qui reste intéressante. Après, c'est toujours pareil, on a toujours le même exemple. Mon voisin, il en fait jamais, il a mal nulle part, il est souple, ouais, super. Et peut-être que ton voisin, son 10 km, il va mettre un mois à le préparer. En courant 2 fois par semaine, il va te mettre 5 minutes. Ça veut dire que toi, tu dois courir 2 fois par semaine. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu la même chose. Ouais, C'est Pierre? peut-être ton moyen aussi de travailler sur ton parasympathique dans ta semaine Oui. euh, et de pas être encore sur du stress accumulé. Parce qu'au final, on a parlé de l'entraînement et du renfort et ça fait pas mal d'accumulation de stress et de travail sur le système nerveux orthosympathique et peut-être que justement, Mm. il faut trouver des moyens. Il y a peut-être chez certains, ça va être intéressant de travailler avec les étirements. Je sais pas quel est ton avis, hein, c'est une Mm. question. Est-ce que c'est les étirements? Est-ce que c'est de la sophro, des étirements, enfin, de la Mm. méditation, de la cohérence cardiaque Ouais. ça fait peut-être partie de l'optimisation, non? Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Toi, dans mon cas, ça va être des étirements, un peu d'automassage quand je roule, ça me fait du bien, mais sur une durée qui est pas, enfin, sur un point de pression qui est pas très élevé, parce que sinon, je trouve pas ça agréable comme la plupart des gens. Des Ouais, fois les aussi, mollets, t'aimes pas. non, non, les mollets, Sur c'est les jamais mollets, agréable. J'ai le petit black roll, le tout petit dur sur les mollets, c'est pas ma ouais, passion, mais ouais. bref, oui, enfin, et puis moi aussi, l'autre moyen de récupérer, c'est de rien faire, mais tu vois, c'est pareil sur les Mm. moyens de récupération. Oui, ce qui semblerait quand même, c'est que sommeil, hydratation, blabla, ça c'est, enfin blabla, c'est pas blabla, ça c'est vrai. Il semblerait que les massages c'est super efficace. En tout cas, sur les méta-analyses, c'est ce qui a le plus d'impact, c'est vrai. Que finalement, les bains chauds ou froids d'ailleurs, ça a pas tant d'incidence. Sauf que si toi, demain, Pierre, t'adores prendre des bains froids et que ça te fait récupérer, tu parles de système parasympathique, t'actives un truc, en fait, qui va te rendre détendu, qui va te dire, en fait, t'envoies le signal à ton corps, bah, t'es plus en danger, détends-toi. Donc, voilà, si t'as envie de faire des bains froids ou des bains chauds, tu vois, c'est un exemple. Moi, l'hiver, tu vois, tout le monde me parle de la cryo, il fait moins 20 degrés quand je bossais à la Fédé en Finlande. Je crois que les gars, on va pas les envoyer le soir faire de la cryo, quoi. Mm. C'est un peu ça, mais pour recentrer là-dessus, les étirements, je pense ça fait un peu réseaux sociaux, mais je pense que c'est sous-coté, pour le vrai. Et plus je vieillis, plus je m'en rends compte. Mais tu vois, Et Ok. c'est la mode de l'étirement, là. Tu viens de changer, là. T'es en pleine évolution, là. Pourquoi? Mais j'ai jamais pensé que ça servait à rien. Ah, ok. Non, je croyais que c'était une révélation toute récente avec une crampe en juillet. Ah non, mais ça fait 15 ans qu'à chaque fois que je m'étire pas, j'ai mal au tendon d'Achille et je Ah chope des ouais, crampes, donc Ok. c'est pas une révélation, c'est que je me ok, rends ok. compte du stupide à chaque fois. et du coup, tu parles d'étirement musculaire. Ouais. Et est-ce que tu mets aussi en place du travail de mobilité articulaire? Moi non, parce que je pense qu'en vrai, si tu veux faire bosser sur les capsules, Ouais, travail de ouais, mobilité de hanche, par exemple. Je parle typiquement de ça. C'est ce qui me semblerait le plus approprié de travailler de mobilité de hanche et mobilité de cheville. C'est... ben via le contrôle moteur, les automassages, les étirements, oui, via justement les articulations, le travail sur les capsules, ces choses-là. Moi, j'ai pas trop envie de jouer à ça parce que c'est pas mon boulot.
et j'ai aussi pas envie de faire n'importe Ok. quoi avec les gens. Donc j'y vais pas parce que je pense que c'est le boulot des pros de santé. Parce que c'est peut-être pas prouvé. Déjà, c'est pas prouvé que ça marche entre guillemets, mais c'est pas prouvé que c'est risqué. Mais je suis pas full à l'aise avec cette idée-là. Ok. Ok. Et, et juste, tu parlais de récupération. J'aimerais avoir ton avis par rapport à ça. Tu es plus adepte du... Tu vas dire que ça dépend pareil de chacun, j'imagine. Mais est-ce que tu es plus adepte vraiment du jour off ou peut-être de faire une activité, par exemple une marche prolongée à faible intensité, quelque chose de très tranquille qui va quand même permettre d'avoir un petit peu d'activation? C'est quoi ton avis sur ça? Moi, j'essaye d'imposer aux gens un jour off sportif dans la semaine, mais pour une raison très simple. D'ailleurs, c'est des fois le dimanche, mais rarement. Mais souvent, le temps où ils ont pour s'entraîner, c'est le week-end. Donc en fait, en semaine, l'activité tranquille, elle est compliquée. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas Mhm. t'entraîner ou pas. L'été, tu vois, c'est pareil. On parle de récup, mais l'été, t'es de meilleure humeur, les jours sont plus longs. Ton jour off, tu peux aller marcher tranquillement. L'hiver, quand il fait, bah vous, dans le sud, ça va, mais quand il fait -10, voilà, ça s'est réchauffé, mais ouais, ton jour off, il est peut-être de rester dans ton canapé, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs, mais Ok. ça dépend de combien de fois tu t'entraînes. Et quelqu'un qui s'entraîne 3 ou 4 fois, ouais, son jour off, il peut aller marcher, il peut même aller courir, ça va lui faire du bien. Quelqu'un qui s'entraîne Ok. 6 jours sur 7, son jour off, il va peut-être lui faire du bien. Et encore, j'ai une fille, on a attaqué à bosser ensemble, elle a pas de jour off. On essaye, parce qu'elle a l'habitude de pas en avoir, on continue, on module. Écoute, on verra. Et là, Jessie Diggins, c'est qui est une championne du monde de ski de fond, là, c'est une américaine des meilleures mondiales. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que elle s'entraîne, elle s'entraîne, elle s'entraîne. Quand elle a besoin, elle se repose 2 jours. Elle s'entraîne, elle s'entraîne. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois, elle peut Ok, faire ouais, je trois vois. semaines d'entraînement. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais ça Ouais, existe quoi. Ouais. chacun a sa Mm. propre méthode. Ouais. C'est vrai qu'on parlait de la récupération, mais du coup, en échauffement, toi, qu'est-ce que tu proposes avant d'aller courir? Est-ce que tu as un petit protocole? Avant d'aller courir, sauf pathologie, et dans ce cas-là, c'est pas moi qui le propose, c'est le kiné. Je propose rien. Je propose juste de pas partir comme un débile, hein, donc de partir doucement. Mais j'ai rien de particulier à proposer sur un Ouais, mais sport. il Ouais. y a Strava qui tourne, tu connais, tu sais comment ça marche, hein. Il y a Strava, il faut Ouais. assumer, hein. Faut assumer les stats après, hein. Bah, tu lanceras au bout de 10 minutes. Ouais, Non, ouais, c'est vrai. ouais. Là où même aux gens, c'est ça je le dis parce que c'est vrai, des fois les gens Ouais. ils pensent au volume et qui Hmm. sont sur Strava, n'hésitez pas à faire lancer au pire si vous voulez du volume, lancez votre montre, faites 2-3 km, coupez votre montre et après vous reprenez la séance. Si vraiment vous voulez que ça compte dans votre courbe et Ouais. tout, ne faites pas n'importe quoi parce que franchement Ouais. c'est grave Ouais. quoi. Juste Ouais. voilà, je ferme la Ouais. parenthèse, Ouais. désolé. Non, mais l'échauffement, c'est sûr qu'avant d'aller courir vite, il faut s'échauffer doucement, ça c'est sûr. Mais sur un footing, par exemple, j'ai rien de particulier Ok, parce que à mettre en place. non, les gens, je trouve, tu vois, j'ai pas envie de complexifier à outrance le plaisir d'aller courir. Donc tu prends tes Ok. baskets, tu sors de chez toi, tu vas courir. Sauf si bien sûr, oui, t'as une pathologie et c'est ton kiné qui t'a dit qu'il faut faire un protocole. Et Ouais, sur une séance de renfo, du coup, est-ce que par contre tu as quelque chose que tu mets en place en échauffement? ouais. Ça dépend vraiment des cas de figure et c'est justement, moi mes renforts, je dis souvent, je suis pas sûr que ce soit les plus optimaux pour avoir des gains tout le temps, mais je pense qu'ils restent bien adaptés pour s'intégrer à l'entraînement d'endurance, donc il est fait un petit peu comme ça. Donc souvent les gens, c'est bête à dire, hein, mais qui sont assez solides, assez jeunes, assez sportifs, ils peuvent faire un footing et faire le renfort dans la foulée. Moi je suis vieux, c'est ce que je fais aussi d'ailleurs, et j'ai pas de souci Ok. particulier. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un où je sais que il ou elle a un petit problème de mobilité de cheville, par exemple, de choses comme ça, bah, peut-être qu'avant d'aller faire des squats gobelets, eh ben, elle va un petit peu à l'échauffement, rouler un peu sur le mollet, rouler un peu sur le dos, des choses comme ça, vraiment au cas par cas. Et par contre, c'est sûr que j'ai personne où je dis, tu te lèves le matin, tu prends ton kettle de vin et tu fais des swings à froid. Ça, je fonctionne pas non plus comme ça. Donc en fait, j'ai plusieurs options. Soit j'ai course à pied et renfo direct, et en fait j'ai un système de selon la durée que tu as fait en course à pied avant, tu as toujours les mêmes exercices de renforcement, mais en fait tu as des séries de plus ou de moins. En gros, c'est ce qui Ok. fonctionne. Et toi, un effectivement classique, le tsatsuline, tu fais le halo autour du cou, la prière gobelet, le pont actif. Tu roules un peu le dos avant. Franchement, en 5-10 minutes, pour aller sur du renforcement sous maximal. C'est sûr que sur de la force et sur des bons,
c'est pas ce que je vais conseiller de faire. Mais tu vois, encore une fois, ça dépend des cas de figure, quoi. Ok. Contextuel. J'avais, ouais, très très bien. Franchement, c'était très complet. C'est top, Merci ouais. beaucoup. Et Ouais. moi, j'aurais juste une dernière question pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu as quelque chose à recommander, que ce soit une lecture, une chaîne YouTube, Instagram, pour les gens justement qui cherchent un petit peu à développer un peu leurs connaissances? Que toi, donc, tu Un livre, t'alimentes un petit peu peut-être. de ça, justement. Ah, Hormis ton livre, tu peux encore en reparler, bien sûr, mais Si, il si, y a ouais. d'autres choses aussi Mais pour donne le nom, compléter. ton pote. Le Comment? nom du livre. Le nom du Euh, livre. la prépa physique de l'endurance. Mais non, j'allais dire, je Ok. recommande Pams Thérapie déjà pour commencer. Non, c'est non, mais merci à vous. en dehors de ça, c'est vraiment pour Ouais, les gens qui, justement, toi, ouais, j'imagine aussi que tu vas chercher ton inspiration dans ouais. des comptes et justement dans lesquels tu vas chercher, c'est intéressant. Alors, ceux qui s'intéressent au renforcement musculaire, de mon point de vue, allez voir ce qui se fait chez Strong First. Chez des gens qui ont des comptes Insta ou sur le blog de Strong First France, parce que moi, je m'en suis beaucoup inspiré et d'ailleurs, je suis beaucoup plus de gens qui sont dans le domaine de la force, qui est pas le mien, où je lis beaucoup plus là-dessus que sur l'endurance. Non pas que je connaisse tout, mais c'est bien de voir d'autres schémas de pensée et là-dessus, sur l'intégration du renforcement dans l'endurance avec leur philosophie et une séance, ça doit apporter plus que ce que ça coûte. Et moi, je m'y retrouve beaucoup là-dedans. Donc, globalement, ça, c'est bien foutu. J'ai inspiré, j'ai même des intensités. Mon protocole fétiche chez Chronos au tempo, ça vient de chez Strong First sur de la muscu et j'ai adapté à ma sauce. Tu vois, les principes sont les mêmes. Donc Ok. là, je conseillerais là-dessus. Et j'ai 2 bouquins que je conseille vraiment. Je sais que quand je l'ai dit, tout le monde rigole, mais je vais quand même les dire. Ah, et j'en ai 3. 2 bouquins de Vas-y, sport. J'ai Running, le secret des Kenyans. Alors, c'est pas secret, mais de Bob Tari. Et ok. Running, qui s'appelle aussi de Paula Radcliffe, donc l'ancienne championne du monde de marathon. Elle n'a jamais réussi à être championne olympique. Et pourquoi je conseille ces livres aux gens? Parce que ils sont allés voir ce qui... Elle, c'est ses conseils de sportif de haut niveau. Bob Tari, c'était quand même une sacrée ref, et puis il allait voir au Kenya. Et ces bouquins, moi, je les ai lus à un moment où je complexifiais beaucoup les choses, où je voulais tout maîtriser. En fait, quand tu regardes un peu ce qu'ils font, tu te dis, l'essentiel, il est pas là-dedans. Et c'est un très bon bouquin, des très bons bouquins de basique. Peut-être c'est pas ultra pointu, mais je les conseille vraiment. Et puis sinon, en renfort aussi simple et sinistre de Pavel Tsatsoulin. Il y a des swings et des relevés turcs dedans, mais je le conseille beaucoup celui-là. Même que ça quasiment. Et Ça. je dirais lisez Edgar Morin, surtout si les étudiants qui écoutent Introduction à la pensée complexe. Avant d'ouvrir un bouquin de physio, j'irais plutôt lire ça en premier. Ça me permet de comprendre un peu ce qu'il y a derrière. Mais c'est mon côté littéraire aussi qui me fait Bah, dire ça. Mais, bah, nickel, hein, franchement, ouais. on va lire tout ça, on va essayer de lire tout ça et on verra en fonction. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se refaire un podcast, peut-être un peu plus sur la course à pied, parce que je vois que tu as beaucoup de choses à dire aussi sur l'entraînement et franchement, c'est hyper intéressant. Donc, je pense qu'on aura peut-être l'occasion de s'en refaire un si ça t'a plu. Ouais, bien sûr. Bah, je suis désolé si j'ai débordé. Hein, après. J'ai été Non, relancé pas de aussi. souci, t'inquiète. Contraire, Non, c'est très non, au bien. contraire, ça Hein. nous a donné des infos et ça nous a donné envie d'en savoir plus, donc c'est parfait. Ok. Merci à vous, merci à tous les gars et j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va? C'était très très bien. Franchement, Ouais, merci ouais, Nico. franchement, on s'est régalé. Ouais, Nickel. bah, Mais merci à écoutez, vous. à la prochaine et ceux qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker au maximum, laisser des commentaires et même poser vos questions. D'ailleurs, on prendra le temps d'y répondre. Même Nico, il viendra faire un petit tour et il répondra aux questions. Ouais. Allez, Allez, au revoir tout le monde. il était pas au courant, il était pas au courant. Ouais, bah merci. Ouais. Ciao. Ok. Salut. Allez, Ciao tout ciao, le à la monde. Ciao, prochaine. ciao. Allez, ciao, Salut. bonne soirée. Salut.